Ce jour-là, devant 150 invités, la femme que mon fils allait épouser a pointé son doigt vers moi et a dit d'une voix glaciale « Ça, ce n'est pas une mère, c'est une truie immonde !» Tout le monde a ri. Certains ont applaudi. J'étais debout, seul, au fond de cette immense salle de réception décorée de roses blanches et de cristal. Mon fils, Clémentin, était figé devant l'autel. Ses yeux cherchèrent les miens. Et dans ce regard, j'ai vu quelque chose que je n'oublierai jamais. Une rage froide, calculée, terrible. Alors il s'est retourné vers elle, Séraphine, la femme qu'il avait choisie, celle qu'il avait présentée comme l'amour de sa vie. Et il a dit, d'une voix qui a fait trembler les murs, « Ce mariage n'aura pas lieu. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Je m'appelle Alaris Fontange. J'ai 59 ans. Et ce que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'un mariage qui n'a jamais eu lieu, d'une humiliation publique que j'ai subie avec dignité, et d'un secret si terrible qu'il a détruit une famille entière en moins de 3 minutes. Mais pour comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, il faut que je remonte un peu dans le temps, pas très loin, juste 1 an et demi avant, parce que c'est là que tout a commencé. Il y a 18 mois, ma vie était douce, prévisible. J'habitais seule dans un appartement du 7e arrondissement de Paris, un 3 pièces avec vue sur les toits gris et les cheminées en zinc. Mon mari, Henri, était décédé 8 ans plus tôt d'un infarctus. Il m'avait laissé avec une retraite confortable, quelques placements bien gérés et surtout un fils magnifique, Clémentin. Clémentin avait 32 ans à l'époque. Il dirigeait une entreprise de conseil en stratégie d'entreprise qu'il avait montée seul, pierre par pierre, client par client. Fontange & Associés, le nom de son père sur la façade. Il travaillait énormément, voyageait souvent, mais il trouvait toujours le temps de venir dîner chez moi le dimanche soir. On parlait de tout, de ses projets, de ses doutes, de cette solitude qui parfois le rattrapait entre 2 contrats. Il me disait « Maman, je voudrais rencontrer quelqu'un, mais je ne veux pas d'une femme qui s'intéresse à mon nom ou à mon argent. Je veux quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis. » Je lui répondais toujours la même chose. « Mon chéri, la bonne personne viendra. Sois patient. » Et puis, un dimanche d'avril, il est arrivé avec un sourire que je ne lui avais pas vu depuis des années. Un sourire léger, presque enfantin. « Maman, je crois que je l'ai trouvée. Elle s'appelait Séraphine Moreau, 28 ans, brune, élégante, toujours impeccablement habillée. Elle travaillait, disait-elle, dans la communication pour une galerie d'art contemporain. Clémentin l'avait rencontrée lors d'un vernissage organisé par un de ses clients. Il me l'a présentée 2 semaines plus tard, un samedi après-midi, dans un salon de thé du Marais. Elle m'a souri poliment, m'a complimenté sur mon foulard Hermès, m'a demandé si je prenais toujours mes vacances en Provence. Tout était parfait, trop parfait. Je me souviens d'avoir pensé « elle joue un rôle ». Mais je me suis dit que j'étais sans doute jalouse, possessive, comme toutes les mères qui voient leur fils tomber amoureux. Les mois ont passé. Séraphine venait de plus en plus souvent à la maison. Elle apportait des fleurs, des chocolats, des petites attentions. Elle posait des questions sur Henri, sur notre famille, sur l'entreprise de Clémentin. Elle écoutait avec une attention presque exagérée. Un jour, elle m'a demandé « Alaris, vous avez des propriétés en dehors de Paris ?» J'ai trouvé la question étrange, mais j'ai répondu « Non, juste cet appartement et quelques placements financiers. » Pourquoi ? Elle a souri. « Oh, pour rien, simple curiosité. » 6 mois après leur rencontre, Clémentin m'a annoncé qu'ils allèrent se marier. J'ai été surprise par la rapidité de la décision, mais je n'ai rien dit. Mon fils était heureux. C'était tout ce qui comptait. Séraphine a organisé le mariage avec une efficacité militaire. Elle avait choisi le lieu, un château dans les Yvelines, les fleurs, le traiteur, la liste des invités. Elle m'a à peine consultée. Un matin, elle m'a appelé pour me dire « Alaris, j'aimerais que vous portiez une robe simple pour le mariage. Rien de trop voyant. Vous comprenez, je ne voudrais pas que les invités vous confondent avec quelqu'un d'important. » J'ai encaissé. J'ai souri. J'ai dit « Bien sûr, ma chérie. » Mais quelque chose s'est brisé en moi ce jour-là. Une petite fissure, presque imperceptible. 2 mois avant le mariage, Séraphine a commencé à parler de sa famille. Son père, disait-elle, était un ancien directeur financier. Sa mère, une ancienne professeure de lettres. Ils vivaient dans une maison de campagne près de Chartres. Ils ont hâte de vous rencontrer, m'a-t-elle dit avec un sourire enjôleur. Mais Clémentin ne les avait jamais rencontrés. Pas une seule fois. Quand je lui ai posé la question, il m'a répondu « Ils sont très discrets, maman. Séraphine dit qu'ils n'aiment pas trop sortir. »
J'ai hoché la tête, mais dans ma tête, une alarme s'est mise à sonner. Pourquoi une fiancée ne présenterait-elle jamais sa famille à son futur mari? Un soir, alors que Séraphine dînait chez nous, elle a remarqué une petite broche en argent que je portais sur mon chemisier. C'était un cadeau d'Henri, offert pour nos 20 ans de mariage. Une broche simple, avec une petite perle blanche au centre. Séraphine l'a regardée fixement, puis elle a dit « C'est joli, ça doit valoir quelque chose. » Pas « C'est touchant » ou « Quelle belle histoire ». Non, ça doit valoir quelque chose. J'ai senti un frisson glacé me parcourir l'échine. Clémentin travaillait tard tous les soirs. Il préparait un gros contrat avec une multinationale allemande. Séraphine passait de plus en plus de temps chez lui, dans son appartement de Neuilly. Un soir, il m'a appelé. Sa voix était étrange, tendue. « Maman, est-ce que tu peux venir demain? J'ai besoin de te parler. » Seul à seul. Je suis arrivé le lendemain à 18h. Clémentin était assis dans son bureau, une pile de documents devant lui. Son visage était fermé, dur. Il avait les traits tirés, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Il m'a regardé et il a dit « Maman, j'ai trouvé quelque chose de très grave. » Il a poussé les documents vers moi. C'étaient des relevés bancaires, des actes notariés, des contrats de prêt, tous au nom de Séraphine et de sa famille. La famille Moreau était ruinée, complètement. Ils avaient accumulé des dettes colossales, plus de 2 millions d'euros, auprès de plusieurs banques. Ils avaient fait faillite 3 ans plus tôt, leur maison de campagne, saisie, leur patrimoine, liquidé. Et maintenant, ils essayaient de tout reconstruire, mais pas avec leur propre argent, avec le nom de Clémentin. Clémentin m'a expliqué qu'il avait trouvé ces documents par hasard. Séraphine avait laissé son sac ouvert dans le salon. Une enveloppe en était tombée. Il l'avait ramassée, pensant la ranger, et il avait vu son contenu. Des demandes de prêts bancaires, des formulaires de création d'entreprise, tous pré-remplis avec le nom de Clémentin comme cofondateur ou comme caution solidaire. Elle n'avait même pas encore sa signature, mais elle préparait le terrain. Moi, elle voulait m'épouser pour utiliser mon nom, maman, pour ouvrir des sociétés fictives, pour obtenir des crédits, pour rembourser les dettes de sa famille. La voix de mon fils tremblait. Et moi, comme un imbécile, j'étais prêt à tout lui donner. Je l'ai pris dans mes bras, je l'ai serré fort, et j'ai dit « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Il a relevé la tête, ses yeux étaient rouges, mais son regard était d'acier. Je vais la démasquer, devant tout le monde, le jour du mariage. Voilà pourquoi, 3 semaines plus tard, je me tenais debout dans cette salle de réception, vêtue d'une robe sobre, comme Séraphine me l'avait demandé, pendant qu'elle me traitait de truie immonde devant 150 invités. Elle avait orchestré cette humiliation publique. Elle voulait me rabaisser, me faire taire, montrer à Clémentin que j'étais une vieille femme encombrante, pathétique, indigne de respect. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que mon fils savait tout, et qu'il allait lui rendre coup pour coup. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. On ouvre notre cœur, notre maison, notre famille, et on découvre trop tard que derrière le sourire, il y avait un plan, un calcul froid. Et vous, avez-vous déjà été trahi par quelqu'un en qui vous aviez placé toute votre confiance? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Je dois vous dire quelque chose avant de continuer. Cette histoire, celle que je vous raconte ce soir, je l'ai gardée enfouie pendant des mois. Pas par honte, mais parce que parfois, certaines douleurs ont besoin de temps pour devenir des mots. Ce jour-là, dans cette salle de réception, quand Séraphine m'a insulté et que mon fils a annulé le mariage, je n'ai pas pleuré. Je suis resté debout, immobile, comme une statue de sel. Les invités me regardaient, certains avec pitié, d'autres avec curiosité. Quelques-uns, je l'ai vu dans leurs yeux, avec une sorte de satisfaction malsaine. Mais pour comprendre pourquoi cette humiliation m'a transpercé si profondément, il faut que je vous raconte qui était Clémentin avant tout cela. Qui nous étions, lui et moi, avant que cette femme n'entre dans nos vies comme une tempête déguisée en brise d'été. Clémentin est né un 23 septembre. Il pleuvait ce jour-là. Une pluie douce, presque timide. Henri était dans la salle d'attente, nerveux comme un enfant la veille de Noël. Quand l'infirmière lui a annoncé que c'était un garçon, il a pleuré. Je me souviens de son visage quand il est entré dans la chambre. Il tenait un bouquet de pivoine blanche dans une main et de l'autre. Il serrait mes doigts si fort que j'ai cru qu'il allait me les briser. Alaris, on a un fils. Un fils. Nous l'avons appelé Clémentin parce que c'était le prénom du grand-père d'Henri. Un homme droit, travailleur, qui avait bâti sa vie à la force de ses mains. Henri voulait que notre fils porte ce nom comme un étendard, comme une promesse.
Et Clémentin a tenu cette promesse. Il était un enfant calme, réfléchi. À 5 ans, pendant que les autres gamins couraient dans le jardin public en criant, lui restait assis sur un banc avec un livre illustré sur les châteaux de la Loire. À 10 ans, il dessinait des plans d'immeubles imaginaires sur des feuilles quadrillées. À 15 ans, il parlait d'économie, de stratégie, de développement durable. Henri disait toujours « Ce garçon ira loin. Il a quelque chose dans le regard, une détermination. » Et il avait raison. Clémentin a fait ses études à HEC. Il est sorti major de sa promotion. Les grands cabinets de conseil se l'arrachaient. McKinsey, BCG, tous voulaient l'embaucher. Mais lui, il avait une autre idée. Il est rentré à la maison un soir, il avait 25 ans, et il a posé une liasse de documents sur la table de la cuisine. « Papa, maman, je vais monter ma propre entreprise. Je vais l'appeler Fontange & Associés. » Henri a souri. Moi, j'ai eu peur. Monter une entreprise à 25 ans, c'est risqué. C'est dangereux. Mais Clémentin avait cette lueur dans les yeux, cette certitude tranquille. Et il a réussi. En 7 ans, il a bâti une entreprise solide, reconnue, respectée. Il conseillait des multinationales, des start-up, des investisseurs. Il gagnait bien sa vie, très bien même. Mais il restait humble, discret, élégant dans sa façon de porter le succès. Henri est mort quand Clémentin avait 24 ans. Une crise cardiaque foudroyante, un mardi matin, dans son bureau. Il n'a pas souffert, m'a dit le médecin. Mais moi, j'ai souffert pour 2. Clémentin a porté son père sur ses épaules ce jour-là, littéralement et symboliquement. Il a organisé les funérailles. Il a géré les papiers, les démarches, l'assurance, la succession. Il m'a tenu la main pendant l'enterrement. Et le soir, dans le salon vide et froid de notre appartement, il m'a dit « Maman, je ne te laisserai jamais seule. Jamais. » Et il a tenu parole. Pendant 8 ans, il est venu dîner chez moi tous les dimanches soirs, sans exception. Même quand il rentrait d'un voyage d'affaires épuisant. Même quand il avait des dossiers urgents à boucler. Il venait, il sonnait à la porte, il entrait avec son sourire fatigué et il disait « Alors, maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» On parlait de tout. De ses clients, de ses projets, de politique, de livres, de cinéma. Parfois, on ne disait rien. On mangeait en silence, et ce silence était doux, complice, rassurant. Mais il y avait une ombre dans la vie de Clémentin, une solitude qui le rongeait doucement, comme une rouille invisible. Il avait eu quelques relations. Des femmes brillantes, élégantes, intelligentes, mais ça ne marchait jamais. Soit elles étaient trop carriéristes et n'avaient pas de temps pour lui, soit elles étaient trop intéressées par son nom, son argent, son statut. Un dimanche, il m'a dit « Maman, parfois je me demande si je trouverai un jour quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis vraiment, pas pour ce que je représente. » J'ai posé ma main sur la sienne. « Mon chéri, la bonne personne existe. Sois patient. » Il a souri tristement. « J'ai 32 ans, maman. Je commence à croire que la patience ne suffit pas. » Et puis, 3 semaines plus tard, il est arrivé avec ce sourire lumineux, ce sourire que je n'avais pas vu depuis des années. « Maman, je crois que je l'ai trouvé. » Le jour où il m'a présenté Séraphine, j'ai tout de suite senti quelque chose d'étrange. Pas quelque chose de mauvais. Juste quelque chose de calculé. Elle était arrivée avec une robe bleu marine parfaitement coupée, des escarpins discrets, un sac Chanel sobre. Ses cheveux bruns étaient tirés en chignon bas. Pas un cheveu ne dépassait. Pas un geste qui n'était pas mesuré. Elle m'a souri. Un sourire poli, professionnel presque. « Madame Fontange, c'est un honneur de vous rencontrer. Clémentin m'a tellement parlé de vous. » Elle avait une voix douce, posée, trop posée. On s'est assise dans ce salon de thé du Marais. Clémentin était radieux. Il la regardait comme si elle était la 8e merveille du monde. Il lui prenait la main. Il riait à chacune de ses phrases. Séraphine, elle, me posait des questions. Beaucoup de questions. « Vous habitez dans le 7e arrondissement, c'est bien ça? C'est un très beau quartier. Vous y vivez depuis longtemps? » Clémentin m'a dit que vous avez une formation en gestion. Vous avez travaillé dans quelle branche exactement? Votre mari était dans la finance, n'est-ce pas? Il a dû vous laisser un bel héritage. Chaque question était enrobée de douceur, de curiosité apparemment innocente. Mais moi, je sentais quelque chose de froid derrière, quelque chose d'affamé. Je me suis dit, Alaris, tu es parano. Cette fille est gentille, elle est juste nerveuse. Mais une petite voix en moi murmurait, non, elle fait l'inventaire. Les semaines ont passé. Séraphine venait de plus en plus souvent à la maison. Elle apportait des fleurs, des macarons de chez Ladurée, des petites attentions.
Elle m'aidait à débarrasser la table. Elle complimentait ma décoration. Elle me demandait conseil pour des recettes. Tout était parfait, trop parfait. Un dimanche, alors qu'on prenait le café dans le salon, elle a remarqué une photo encadrée sur la cheminée. Une photo d'Henri et moi, prise lors de notre voyage en Italie, il y a 20 ans. On était devant le Colisée. Henri me tenait par la taille. Je souriais. Séraphine a pris la photo dans ses mains. Elle l'a regardée longuement. Puis elle a dit « Il était beau, votre mari. Il avait l'air prospère, pas heureux, pas amoureux. Non, prospère. » J'ai senti mon sang se glacer. Clémentin, lui, n'avait rien remarqué. Il était dans la cuisine, il préparait du thé. Séraphine a reposé la photo. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Et pendant une fraction de seconde, j'ai vu quelque chose dans son regard, quelque chose de dur, de calculateur. Puis elle a souri, et le masque est revenu. Vous devez être tellement fier de Clémentin, il a tout réussi. J'ai hoché la tête. Oui, très fière. Elle a penché la tête sur le côté, comme une enfant curieuse. Et vous, Alaris, vous avez des propriétés en dehors de Paris? Des résidences secondaires? Des placements immobiliers? La question était si directe, si crue, que j'en ai été désarçonné. Non, juste cet appartement, et quelques placements financiers. Pourquoi cette question? Elle a haussé les épaules avec légèreté. Oh, pour rien, simple curiosité. On parle tellement d'immobilier en ce moment. Mais ses yeux ne souriaient pas. 3 mois après leur rencontre, Clémentin m'a annoncé qu'ils allaient se fiancer. J'ai essayé de cacher ma surprise. Déjà, il a ri. Maman, quand on sait, on sait. Mais tu ne connais même pas sa famille. Tu ne les as jamais rencontrés. Son sourire a vacillé une seconde. Puis il a dit, ils sont très discrets. Séraphine dit qu'ils n'aiment pas trop les mondanités. Ils vivent retirés à la campagne. Mais quand même, Clémentin, un mariage, c'est l'union de 2 familles. Tu ne trouves pas ça étrange? Il a posé sa main sur mon épaule. Maman, je t'en prie, sois heureuse pour moi. J'ai souri. J'ai dit, je suis heureuse pour toi, mon chéri. Mais dans ma tête, l'alarme sonnait de plus en plus fort. Le mariage a été fixé 6 mois plus tard. 6 mois, c'est rapide pour organiser un mariage dans un château des Yvelines avec 150 invités. Mais Séraphine était une femme organisée, terriblement organisée. Elle avait tout prévu. Le traiteur, les fleurs, l'orchestre, les faire-part, la liste des invités. Elle m'a à peine consultée. Quand je lui ai proposé d'ajouter quelques noms de notre côté, elle a dit « Oh, Alaris, vous comprenez, on a déjà beaucoup d'invités de mon côté. Il faut équilibrer. » Mais je n'ai jamais vu un seul membre de sa famille. Pas un cousin, pas une tante, personne. Un jour, je lui ai demandé « Séraphine, quand est-ce que je pourrais rencontrer tes parents ?» Elle a souri, un sourire étrange. « Bientôt, Alaris, bientôt. » Mais ce « bientôt » n'est jamais venu. 2 mois avant le mariage, elle m'a téléphoné un matin. Sa voix était douce, presque maternelle. « Alaris, j'aimerais vous parler de votre tenue pour le mariage. »« Oh, bien sûr. J'avais pensé à une robe bleu roi avec... » Elle m'a coupé. « Non, non, rien de trop voyant. Vous comprenez, c'est mon jour. Je ne voudrais pas que les invités vous confondent avec quelqu'un d'important. » J'ai encaissé le coup en silence. « Je vois. Vous voulez que je porte quoi alors? Quelque chose de sobre, de discret. Gris, peut-être. Ou beige. Beige. Oui, ce serait parfait. » J'ai raccroché. J'ai regardé mon reflet dans le miroir du salon. Et pour la première fois depuis des années, je me suis sentie vieille, inutile, encombrante. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Peut-être êtes-vous dans votre cuisine, en train de préparer le dîner. Peut-être dans votre voiture, sur le chemin du retour. Ou peut-être seul, comme je l'étais souvent pendant ces mois-là. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. J'aimerais savoir où mes mots voyagent ce soir. Les semaines ont passé. Le mariage approchait. Séraphine passait de plus en plus de temps chez Clémentin, dans son appartement de Neuilly. Elle avait pratiquement emménagé. Elle rangeait ses affaires. Elle recevait du courrier à son adresse. Et puis, 3 semaines avant le jour J, Clémentin m'a appelé. Sa voix était bizarre, tendue, cassée. « Maman, est-ce que tu peux venir demain soir? J'ai besoin de te parler. Seul à seul. » J'ai senti mon cœur se serrer. « Qu'est-ce qui se passe? Pas au téléphone, s'il te plaît. Viens. » Le lendemain soir, je suis arrivée chez Clémentin à 18h précises. Il habitait un appartement magnifique dans le quartier de Neuilly-sur-Seine, au 5e étage d'un immeuble haussmannien. 3 chambres, un bureau, un salon avec vue sur la Seine. Henri et moi l'avions aidé à acheter cet appartement quand il avait 26 ans,
juste après le lancement de son entreprise. C'était notre cadeau, notre investissement dans son avenir. J'ai sonné. Personne n'a répondu tout de suite. J'ai attendu. Puis la porte s'est ouverte. Clémentin était là, debout dans l'encadrement. Il portait un jean et un pull gris. Ses cheveux étaient en désordre. Il avait les yeux rouges, gonflés, comme s'il n'avait pas dormi depuis plusieurs nuits, ou comme s'il avait pleuré. Mon fils ne pleurait jamais. « Entre, maman !» Sa voix était rauque. Je suis entrée. L'appartement était dans un état que je ne lui connaissais pas. Des dossiers empilés partout, des tasses de café vides sur la table basse, les rideaux tirés. Une odeur de renfermé flottait dans l'air. « Clémentin, qu'est-ce qui se passe? Où est Séraphine ?» Il a fermé la porte derrière moi. Il s'est appuyé contre le mur, comme s'il allait s'effondrer. « Elle est chez une amie. Elle pense que je travaille sur un dossier urgent. Mais assieds-toi, maman, s'il te plaît. » Je me suis assise sur le canapé. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang cogner dans mes tempes. Clémentin s'est dirigé vers son bureau. Il a pris une pile de documents. Il est revenu vers moi. Il s'est assis à côté de moi. Il a posé les papiers sur la table basse. Ses mains tremblaient. « Maman, j'ai trouvé quelque chose de très grave, et je ne sais pas quoi faire. » Il m'a raconté. 2 jours plus tôt, un mercredi après-midi, Séraphine était venue déjeuner chez lui entre 2 rendez-vous. Elle avait laissé son sac à main dans le salon. Un grand sac en cuir marron, toujours impeccablement rangé. Elle était partie précipitamment pour un soi-disant rendez-vous avec une cliente de la galerie d'art où elle travaillait. Clémentin était dans la cuisine. Il rangeait la vaisselle. Et puis il a entendu un bruit, un froissement de papier. Quelque chose était tombé du sac. Il s'est approché. Une enveloppe Kraft était par terre, à moitié ouverte. Des papiers en dépassaient. Il a hésité. Fouiller dans le sac de sa fiancée, c'était une violation de confiance. Mais quelque chose le poussait à regarder. Une intuition, un pressentiment. Il a ramassé l'enveloppe, il a sorti les documents. Et là, son monde s'est effondré. Le premier document était une demande de prêt bancaire. 50 000 €. Demandeur principal, Séraphine Moreau. Cofondateur et caution solidaire, Clémentin Fontange. Le deuxième document était un formulaire de création d'entreprise. Raison sociale, Moreau un Fontange Consulting. Gérant, Séraphine Moreau. Associé, Clémentin Fontange. Capital social, 100 000 €. Le troisième document était un relevé bancaire, celui de Séraphine. Solde, moins 3 270 €. Découvert autorisé dépassé. Plusieurs rejets de prélèvements, factures impayées. Le quatrième document était une lettre d'huissier. Mise en demeure pour non-paiement de loyer. Montant dû, 9 000 €. Le cinquième document était un acte notarié. Vente forcée d'une propriété familiale, située à Chartres. Propriétaire, Monsieur et Madame Moreau. Parents de Séraphine. Raison de la vente, surendettement. Date de la vente, 3 ans plus tôt. Et il y en avait d'autres, des dizaines d'autres, des factures impayées, des lettres de relance, des jugements de tribunal, des saisies sur compte bancaire. Clémentin m'a regardé, ses yeux étaient vides. Maman, la famille de Séraphine est ruinée, complètement ruinée. Ils ont accumulé plus de 2 millions d'euros de dettes. Ils ont tout perdu, leur maison, leur placement, tout. J'ai porté ma main à ma bouche. Mon Dieu. Et maintenant, ils essaient de tout reconstruire, mais pas avec leur argent, avec le mien, avec mon nom. Il a pris un autre document, une feuille manuscrite. L'écriture était celle de Séraphine, fine, élégante, appliquée. Il me l'a tendue. C'était une liste de tout ce que Clémentin possédait. Son appartement, sa voiture, ses parts dans l'entreprise, ses placements financiers, ses comptes bancaires, tout était noté avec une précision chirurgicale. Les montants, les adresses, les numéros de compte, et en bas de la page, une phrase griffonnée au stylo rouge. Mariage prévu le 15 septembre. Signature du contrat chez le notaire le 10 septembre. Régime. Communauté universelle. Je me suis levée d'un bond. Mon sang bouillait dans mes veines. Elle voulait te faire signer un contrat de mariage en communauté universelle? Clémentin a hoché la tête. Oui, elle m'a dit que c'était romantique, que ça prouvait qu'on s'aimait vraiment, que l'argent ne devait pas être un sujet entre nous. Et tu as accepté? Non, pas encore. Je lui ai dit que je voulais réfléchir, que je voulais en parler avec toi d'abord. Elle a insisté. Elle m'a dit que si je l'aimais vraiment, je signerais sans hésiter. Il s'est pris la tête entre les mains. J'étais à 2 doigts de signer, maman. À 2 doigts. J'ai senti mes jambes trembler. Je me suis rassise. Clémentin a continué. Après avoir trouvé ses documents,
Il avait engagé un détective privé, discrètement, sans en parler à personne, même pas à moi. Il voulait être sûr, il voulait savoir la vérité. Le détective avait travaillé vite. En 48 heures, il avait tout découvert. La famille Moreau vivait effectivement près de Chartres, mais pas dans une maison de campagne charmante comme Séraphine le racontait. Non, il vivait dans un petit appartement de 2 pièces au-dessus d'une boulangerie. Un appartement loué avec 3 mois de loyer en retard. Le père de Séraphine, Monsieur Moreau, n'était pas un ancien directeur financier. Il avait été comptable dans une PME. Il avait été licencié pour faute grave 5 ans plus tôt. Détournement de fonds. Il n'avait jamais été condamné pénalement, mais sa réputation était détruite. Il n'avait plus jamais retrouvé de travail. La mère de Séraphine, Madame Moreau, n'était pas une ancienne professeure de lettres. Elle avait été caissière dans un supermarché. Elle avait pris sa retraite anticipée pour dépression. Elle touchait une petite pension, 400 € par mois. Et Séraphine elle-même, elle ne travaillait pas dans une galerie d'art contemporain. Elle avait travaillé là-bas, oui, mais seulement comme stagiaire, 6 mois, il y a 3 ans. Elle avait été remerciée au bout de 6 mois. Depuis, elle enchaînait les petits boulots. Serveuse, hôtesse d'accueil, vendeuse dans une boutique de vêtements. Rien de stable, rien de sérieux. Tout était faux. Absolument tout. Le détective avait même découvert quelque chose de plus troublant encore. Séraphine avait déjà été fiancée. 2 fois, avec 2 hommes différents. 2 hommes riches, 2 chefs d'entreprise. Les 2 fiançailles avaient été rompues au dernier moment. Dans les 2 cas, les hommes avaient découvert la vérité sur sa situation financière. Dans les 2 cas, elle avait tenté de les convaincre de signer des contrats de prêt ou de créer des sociétés communes. Elle avait un schéma, un plan, une méthode. Et Clémentin était la 3e cible. Mon fils m'a regardé. Des larmes coulaient sur ses joues. Je ne l'avais pas vu pleurer depuis la mort de son père. Maman, comment j'ai pu être aussi aveugle? Comment j'ai pu ne rien voir? Je me suis approchée de lui. Je l'ai pris dans mes bras. Je l'ai serré contre moi comme quand il était petit, quand il rentrait de l'école avec un genou écorché ou un chagrin d'enfant. Mon chéri, tu n'es pas aveugle. Tu es amoureux. Et l'amour, parfois, nous rend confiants. Trop confiants. Il a enfoui son visage dans mon épaule. Je voulais tellement y croire, maman. Je voulais tellement croire que quelqu'un pouvait m'aimer pour ce que je suis. Pas pour mon nom, pas pour mon argent. Juste pour moi. Je sais, mon cœur. Je sais. On est resté comme ça pendant de longues minutes. Lui brisé. Moi le cœur en miettes pour lui. Finalement, il s'est redressé. Il s'est essuyé les yeux. Il a pris une grande inspiration. Maman, qu'est-ce que je dois faire? J'ai réfléchi. Longtemps. Puis j'ai dit, tu peux annuler le mariage maintenant. Discrètement. Lui dire que tu as découvert la vérité. Rompre. Tourner la page. Il a secoué la tête. Non. 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 Je veux qu'elle paie. Je veux que tout le monde sache qui elle est vraiment. Sa voix était dure, froide. Une voix que je ne lui connaissais pas. Clémentin. Maman, elle m'a menti. Elle m'a manipulé. Elle a essayé de me voler. Elle a prévu de m'épouser uniquement pour utiliser mon nom, mon entreprise, mon argent. Et tu sais quoi? Je suis sûre qu'elle avait prévu de divorcer dans quelques années, une fois qu'elle aurait reconstruit la fortune de sa famille. Je ne suis qu'un outil pour elle, un moyen. Il s'est levé. Il a marché jusqu'à la fenêtre. Il a regardé la scène couler en contrebas. Je vais la laisser croire que tout va bien. Je vais jouer le jeu. Je vais continuer à sourire, à faire semblant, à préparer ce mariage. Et le jour J, devant tout le monde, devant les 150 invités qu'elle a invités, dont la moitié sont sûrement des gens qu'elle veut impressionner pour reconstruire son réseau, je vais tout révéler. Mon sang s'est glacé. Clémentin, non, c'est dangereux. C'est justice, maman. Il s'est retourné vers moi. Son regard était d'acier. Elle m'a humilié en m'utilisant. Je vais l'humilier en la démasquant, œil pour œil. J'ai essayé de le raisonner. J'ai passé 2 heures à lui expliquer que la vengeance ne mène à rien, que ça ne ferait qu'ajouter de la douleur à la douleur, que le mieux était de rompre discrètement, de passer à autre chose, de guérir en silence. Mais Clémentin était fermé, buté, blessé trop profondément. Hop, maman, j'ai pris ma décision. Le mariage aura lieu. Et ce jour-là, elle comprendra ce que ça fait d'être trahie devant tout le monde. Je suis rentrée chez moi ce soir-là avec un poids terrible sur le cœur. Je savais que rien de bon ne sortirait de cette histoire. Je savais que mon fils, dans sa colère et sa douleur, allait commettre un acte dont il pourrait se repentir toute sa vie. Mais je savais aussi que je ne pouvais pas l'en empêcher. Les 3 semaines suivantes ont été un cauchemar silencieux. Clémentin a continué à jouer la comédie.
Il souriait à Séraphine. Il l'embrassait. Il lui disait qu'il avait hâte de l'épouser. Il assistait au rendez-vous avec le traiteur, le fleuriste, le photographe. Il approuvait tout ce qu'elle décidait. Séraphine, elle, rayonnait. Elle était heureuse, excitée. Elle parlait sans arrêt de la cérémonie, de la robe, du voyage de noces qu'elle avait prévu aux Maldives. 8 jours dans un hôtel 5 étoiles, Clémentin. Tu te rends compte? On va nager avec les dauphins. Et lui, il souriait. Mais derrière ce sourire, il y avait une froideur que seule une mère pouvait voir. Moi, je ne dormais plus. Je tournais dans mon lit toutes les nuits. Je priais pour que Clémentin change d'avis, pour qu'il trouve une autre solution, pour qu'il n'aille pas au bout de son plan. Mais il était déterminé. 1 semaine avant le mariage, Séraphine m'a téléphoné. Sa voix était douce, presque affectueuse. « Alaris, j'aimerais vous voir, juste toutes les deux, pour prendre un thé. » J'ai accepté. On s'est retrouvés dans un salon de thé du 6e arrondissement. Elle portait une robe crème, des perles aux oreilles. Elle était parfaite, comme toujours. On a commandé du thé. Elle m'a souri. « Alaris, je voulais vous dire quelque chose. Après le mariage, Clémentin et moi allons probablement déménager. » Déménager? Oui, dans un endroit plus grand. Une maison, peut-être, avec un jardin. On pense à Neuilly ou peut-être Saint-Cloud. Je vois. Elle a pris une gorgée de thé, puis elle a ajouté d'un ton léger « Et vous savez, je pense qu'il serait bien que vous vendiez votre appartement du 7e. C'est beaucoup trop grand pour vous, maintenant que vous êtes seul. Vous pourriez acheter un petit studio, quelque chose de plus facile à entretenir. Et avec l'argent restant, vous pourriez nous aider, pour la maison. » J'ai failli m'étouffer avec mon thé. « Pardon ?» Elle a souri, ce sourire glacial. « Vous savez, Alaris, une famille, ça doit se serrer les coudes. Et puis, vous n'avez plus vraiment besoin de beaucoup d'espace, à votre âge. » « À mon âge? J'ai 59 ans, Séraphine. »« Oui, bien sûr. Mais quand même, on vieillit tous. » Elle a posé sa tasse. Elle m'a regardé droit dans les yeux. « Réfléchissez-y, d'accord? Ce serait un beau geste. Pour Clémentin. Pour notre avenir. » Je suis rentrée chez moi ce jour-là avec une rage froide que je ne me connaissais pas. Elle voulait mon appartement. Elle voulait ma vie. Elle voulait tout prendre. Et je n'ai rien dit à Clémentin, parce que je savais qu'il avait déjà pris sa décision. Et puis, le jour est arrivé. Le 15 septembre, un samedi. Le ciel était bleu. Pas un nuage. Une de ces journées parfaites pour un mariage. Je me suis habillée avec la robe beige que Séraphine m'avait demandé de porter. Une robe sans éclat. Sans joie. Une robe pour ne pas exister. J'ai mis la petite broche en argent qu'Henri m'avait offerte, la broche avec la perle blanche. Je l'ai accrochée sur mon col, comme un talisman, comme un bouclier, et je suis partie pour le château des Yvelines, sans savoir que dans quelques heures, tout allait exploser. Le château de Valmirande se trouvait à 50 km de Paris, perdu au milieu des Yvelines, entouré de champs dorés et de forêts anciennes. C'était un de ces lieux que l'on voit dans les magazines de mariage, pierres blanches, tourelles élégantes, jardins à la française, une chapelle privée avec des vitraux du XVIIIe siècle. Séraphine l'avait choisi 6 mois plus tôt. Elle avait dit à Clémentin que c'était le lieu de ses rêves, qu'elle l'avait vu dans un magazine quand elle avait 15 ans et qu'elle s'était juré d'y célébrer son mariage un jour. Mensonge. Encore un mensonge. Le détective avait découvert que Séraphine avait loué ce château parce qu'il était le plus prestigieux de la région, parce que les photos du mariage feraient sensation sur les réseaux sociaux, parce qu'elle voulait montrer à tout le monde qu'elle épousait un homme riche, important, respectable. Le château coûtait 15 000 € pour la journée, plus le traiteur, plus les fleurs, plus l'orchestre, plus le photographe. Au total, le mariage revenait à 65 000 €. Clémentin avait tout payé, sans broncher, parce qu'il jouait le jeu jusqu'au bout. Je suis arrivée vers 14 heures. Le mariage était prévu à 16 heures. La cérémonie civile avait eu lieu le matin même, à la mairie de Neuilly, en présence de 2 témoins uniquement. Une formalité administrative expédiée en 20 minutes. La vraie cérémonie, celle qui comptait pour Séraphine, c'était celle-ci, devant 150 invités, devant les gens qu'elle voulait impressionner. Quand je suis descendue de ma voiture, j'ai été frappée par la beauté du lieu. Le soleil faisait briller les pierres blanches du château. Les jardins étaient magnifiquement entretenus. Des roses blanches et des hortensias bleues ornaient chaque recoin. Des tables rondes recouvertes de nappes en lin blanc étaient disposées sur la pelouse sous de grandes tentes transparentes. Des guirlandes de lumière pendaient entre les arbres. C'était parfait, absolument parfait. Et c'était un mensonge. Un homme en costume noir m'a accueilli à l'entrée.
Il portait un badge avec le logo du château. Il m'a souri poliment. « Bonjour, madame. Vous êtes invitée du marié ou de la mariée ?»« Du marié. Je suis sa mère. » Son sourire s'est élargi. « Ah, madame Fontange, bienvenue. Mademoiselle Moreau nous a beaucoup parlé de vous. » J'ai souri faiblement. Je me demandais ce qu'elle avait bien pu dire sur moi. La cérémonie aura lieu dans la chapelle à 16 heures précises. En attendant, vous pouvez vous installer dans le salon d'accueil. Il y a des rafraîchissements. J'ai hoché la tête. J'ai marché vers le salon. Le salon d'accueil était une grande pièce au plafond haut, avec des moulures dorées et un lustre en cristal. Des canapés en velours beige étaient disposés autour de tables basses. Une vingtaine de personnes étaient déjà là, un verre de champagne à la main, discutant à voix basse. Je ne connaissais personne. Personne ne m'a regardé. Personne ne m'a salué. J'étais invisible, transparente, exactement ce que Séraphine voulait que je sois. Je me suis assise dans un coin, près d'une fenêtre qui donnait sur les jardins. J'ai pris un verre d'eau sur le plateau qu'un serveur passait. J'ai attendu. Les minutes passaient lentement, très lentement. J'ai regardé mon téléphone. 14h30. Clémentin m'avait envoyé un message le matin même. « Maman, aujourd'hui, justice sera faite. Je t'aime. » J'avais répondu « Je t'aime aussi, mon chéri. Quoi qu'il arrive. » Depuis, plus rien. Vers 15h, les invités ont commencé à affluer. Des hommes en costumes sombres, des femmes en robes élégantes, des couples bien habillés, bien coiffés, bien parfumés. Ils riaient, ils s'embrassaient, ils se prenaient en photo devant les jardins. J'ai observé la foule. J'ai essayé de deviner qui était du côté de Séraphine et qui était du côté de Clémentin. Les invités de Clémentin étaient faciles à identifier. C'étaient ses collègues, ses clients, ses partenaires d'affaires, des gens que je connaissais de vue, des gens sérieux, posés, discrets. Les invités de Séraphine, eux, étaient différents, plus bruyants, plus démonstratifs. Ils parlaient fort, riaient fort, buvaient beaucoup. Certains portaient des bijoux voyants, des montres énormes, des sacs de luxe ostentatoires. Et puis, soudain, je les ai vus. Un couple âgé, debout près de l'entrée du salon, l'air perdu. L'homme portait un costume marron mal ajusté, trop grand pour lui. La femme portait une robe fleurie démodée, avec un gilet en laine malgré la chaleur. Ils se tenaient légèrement en retrait, comme s'ils n'osaient pas avancer, comme s'ils avaient peur d'être là. J'ai su immédiatement qui ils étaient, les parents de Séraphine. Je me suis levée, j'ai traversé le salon. Je me suis approchée d'eux. « Bonjour. Je suis Alaris Fontange, la mère de Clémentin. » L'homme a sursauté. La femme a écarquillé les yeux. Ils m'ont regardé comme si j'étais un fantôme. « Bonjour ?» L'homme avait la voix enrouée. Il sentait le tabac froid. « Je suis ravie de vous rencontrer enfin. Séraphine nous a tellement parlé de vous. » C'était un mensonge. Séraphine ne leur avait probablement rien dit sur moi. Mais je voulais les mettre à l'aise. La femme a esquissé un sourire timide. « Nous aussi, on est contents. C'est un beau château, n'est-ce pas ? » « Oui, très beau. » Un silence gêné s'est installé. J'ai observé leur visage. Ils avaient l'air épuisés, fatigués par la vie. L'homme avait les traits creusés, les yeux cernés. La femme avait les cheveux gris mal coiffés, les mains abîmées par le travail. Ce n'étaient pas des gens mauvais, c'étaient des gens brisés, des gens qui avaient tout perdu et qui regardaient leur fille unique essayer de sauver la famille à n'importe quel prix. J'ai senti une vague de pitié m'envahir. Malgré tout, malgré ce qu'ils avaient laissé leur fille faire. « Vous habitez près de Chartres, c'est bien ça ?» Monsieur Moreau a hoché la tête. « Oui. Enfin, maintenant on habite en ville. Un petit appartement. C'est temporaire. En attendant de... » Il n'a pas fini sa phrase. Il n'avait pas besoin de finir. Je savais ce qu'il voulait dire. En attendant que Séraphine épouse Clémentin. En attendant que l'argent rentre. En attendant que leur vie redevienne ce qu'elle était avant la faillite. La femme a regardé autour d'elle, nerveuse. « Séraphine est magnifique aujourd'hui, n'est-ce pas ? On l'a vue ce matin. Elle était tellement heureuse. » « Je n'en doute pas. Votre fils, Clémentin, il a l'air d'être quelqu'un de bien. Séraphine dit qu'il est très gentil, très généreux. » J'ai serré les dents. « Oui, mon fils est quelqu'un de bien. » Monsieur Moreau a toussé. Il a regardé ses chaussures usées. « Écoutez, Madame Fontange, je sais que notre situation n'est pas idéale. On a eu des problèmes, des dettes, mais Séraphine, elle aime votre fils. Vraiment. Il mentait. Ou peut-être qu'il se mentait à lui-même. Peut-être qu'il avait besoin de croire que sa fille épousait Clémentin par amour et non par calcul. J'ai souri tristement. Je suis sûre qu'elle l'aime à sa façon.
Puis je les ai laissés. Je suis retournée à ma place près de la fenêtre. Je les ai observés de loin. Ils restaient plantés là, mal à l'aise, perdus au milieu de tous ces gens riches et élégants. Et j'ai pensé, dans quelques heures, leur vie va encore basculer. Mais cette fois, ils ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes. À 15h45, un homme en costume noir est entré dans le salon et a tapé dans ses mains. « Mesdames et messieurs, la cérémonie va commencer dans quelques minutes. Je vous invite à rejoindre la chapelle. » Tout le monde s'est levé. Les conversations se sont tues. La foule s'est dirigée vers la sortie. J'ai suivi le mouvement. Mon cœur battait de plus en plus fort. Mes mains tremblaient. J'ai serré ma broche en argent comme on serre un porte-bonheur. La chapelle était petite mais magnifique. Des bancs en bois sculptés. Des vitraux colorés qui projetaient des taches de lumière bleue et rouge sur les murs blancs. Un autel décoré de roses blanches et de branches d'eucalyptus. Un orchestre de chambre installé dans un coin, avec un violon, un violoncelle et une harpe. Les invités se sont installés. Famille et amis de la mariée à gauche, famille et amis du marié à droite. Je me suis assise au dernier rang, du côté droit, toute seule. Personne n'est venu s'asseoir à côté de moi. À 16h précises, l'orchestre a commencé à jouer. Une mélodie douce, romantique. Quelque chose de Vivaldi, je crois. Tout le monde s'est retourné, et Séraphine est entrée. Elle était éblouissante. Sa robe était une création sur mesure, en dentelle ivoire, avec une longue traîne et un voile brodé de perles. Ses cheveux bruns étaient relevés en un chignon sophistiqué. Elle portait un collier de diamants au cou. Ses yeux brillaient. Elle souriait. Un sourire radieux, triomphant. Elle marchait lentement vers l'autel, tenant le bras de son père. Monsieur Moreau avait l'air fier, ému. Il essuyait discrètement une larme. Les invités murmuraient des compliments. « Elle est magnifique. Quelle élégance, quel bonheur. » Et moi, assise au fond, je regardais cette scène en pensant « Tout cela est un mensonge. » Un beau mensonge enrobé de dentelles et de roses blanches. Séraphine est arrivée devant l'autel. Son père lui a embrassé la main, puis il est allé s'asseoir au premier rang. Et puis Clémentin est apparu. Il était là, debout devant l'autel, impeccable dans son costume gris anthracite, une rose blanche à la boutonnière. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés. Son visage était calme, trop calme. Séraphine s'est approchée de lui. Elle lui a souri. Elle a murmuré quelque chose que je n'ai pas entendu. Peut-être « Je t'aime » ou « Tu es magnifique ». Clémentin n'a rien dit. Il a juste hoché la tête. Le célébrant, un homme d'une 60aine d'années en costume noir, s'est avancé. Il a souri à l'assemblée. « Mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de Séraphine et Clémentin, deux êtres qui se sont trouvés et qui ont décidé de faire route ensemble, pour le meilleur et pour le pire. » Les mots résonnèrent dans la chapelle. Les invités écoutaient religieusement. Le mariage est un engagement sacré. C'est la promesse de s'aimer, de se respecter, de se soutenir dans les épreuves comme dans les joies. C'est la construction d'une vie commune, fondée sur la confiance, l'honnêteté et la loyauté. J'ai vu Séraphine sourire encore plus largement. Elle ne captait pas l'ironie cruelle de ses mots. Clémentin, lui, regardait droit devant lui. Son visage était de marbre. Le célébrant a continué. Avant de procéder à l'échange des vœux, je voudrais donner la parole aux familles. Y a-t-il quelqu'un qui souhaite dire quelques mots? Silence. Personne ne bougeait. Et puis, soudain, Séraphine s'est tournée vers moi. Elle m'a regardé. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, froide, calculatrice. Et elle a dit, d'une voix forte, claire, qui a résonné dans toute la chapelle, « Oui, j'aimerais dire quelque chose. » Le célébrant a souri. « Bien sûr, Séraphine. Allez-y. » Séraphine a lâché la main de Clémentin. Elle s'est avancée de quelques pas. Elle s'est tournée vers l'assemblée. « Je voudrais remercier tout le monde d'être ici aujourd'hui. C'est le plus beau jour de ma vie. » Des applaudissements polis ont retenti. Elle a continué. « Et je voudrais aussi dire quelque chose sur la famille. Parce que quand on se marie, on n'épouse pas seulement une personne. On épouse aussi sa famille. » Elle a tourné la tête vers moi. Son sourire s'est durci. Et c'est important de savoir à qui on a affaire. Mon sang s'est glacé. Elle a fait un pas vers moi. Tous les regards se sont tournés dans ma direction. Alaris Fontange, la mère de mon futur mari. Sa voix était douce, mais il y avait du venin dedans. Une femme qui a passé sa vie à contrôler son fils, à l'étouffer, à s'accrocher à lui comme une sangsue. Des murmures ont parcouru l'assemblée. Les gens se regardaient, choqués, mal à l'aise. J'étais paralysée. Je ne pouvais ni bouger, ni parler. Séraphine a continué, sa voix montant d'un cran. «
Une femme qui n'a jamais voulu que Clémentin soit heureux avec quelqu'un d'autre qu'elle. Une femme jalouse, possessive, pathétique. Elle a levé le bras et m'a pointé du doigt. Regardez-la, regardez cette femme. Ça, ce n'est pas une mère. Elle a marqué une pause, puis elle a craché les mots que je n'oublierai jamais. C'est une truie immonde. Le silence qui a suivi était assourdissant. Pendant une seconde, personne n'a bougé, personne n'a parlé. Et puis, quelqu'un a ri. Un rire nerveux, gêné, puis un autre. Et puis, comme une vague, les rires se sont propagés dans la chapelle. Certains invités riaient franchement. D'autres souriaient, mal à l'aise. Quelques-uns applaudissaient même. Bien dit, elle avait besoin de l'entendre. Enfin quelqu'un qui ose. Je suis restée assise, immobile, les mains crispées sur mes genoux. Mon visage brûlait. Mes yeux me piquaient, mais je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas baissé les yeux. Je suis restée droite, digne. Et puis, j'ai regardé mon fils. Clémentin n'avait pas bougé. Il était toujours debout devant l'autel, les mains le long du corps. Mais son visage avait changé. Ses yeux étaient devenus noirs, froids, terribles. Il a regardé Séraphine. Elle lui souriait, triomphante, pensant qu'il allait la féliciter pour avoir remis sa mère à sa place. Mais Clémentin ne souriait pas. Il s'est avancé vers elle, lentement. Chaque pas résonnait sur le sol de pierre de la chapelle. Les rires se sont tus. Séraphine a froncé les sourcils. « Clémentin ? Qu'est-ce que… » Il s'est arrêté devant elle. Il l'a regardée droit dans les yeux. Et il a dit, d'une voix claire, forte, qui a fait trembler les murs, « Ce mariage n'aura pas lieu. » Le silence qui a suivi ces mots était comme un coup de tonnerre dans un ciel d'été. Personne ne respirait. Personne ne bougeait. 150 paires d'yeux étaient fixés sur Clémentin, debout devant l'autel, le visage dur comme la pierre. Séraphine a cligné des yeux. Une fois, 2 fois. Comme si elle n'avait pas bien entendu. Comme si son cerveau refusait de comprendre ce qui venait de se passer. Quoi ? Sa voix était faible, presque un murmure. Clémentin n'a pas bougé. Il la regardait avec une intensité glaciale. Puis il a répété, plus fort cette fois, pour que chaque personne dans cette chapelle entende clairement « Ce mariage n'aura pas lieu ». Séraphine a reculé d'un pas. Son visage s'est décomposé. La couleur a quitté ses joues. Ses lèvres ont tremblé. « Clémentin, qu'est-ce que tu racontes ? C'est une blague ?» Elle a essayé de rire. Un rire nerveux, strident, qui sonnait faux. « Tu veux me faire une surprise ? C'est ça ? Un jeu ?» Clémentin n'a pas souri. Il n'a pas scié. « Non, Séraphine, ce n'est pas un jeu. » Il a fait un pas vers elle. Elle a reculé encore. « Clémentin, tu me fais peur. Arrête, les gens nous regardent. Justement, je veux que tout le monde regarde. Je veux que tout le monde entende. » Il s'est tourné vers l'assemblée, vers les 150 invités qui le fixaient, bouche bée, incapable de comprendre ce qui se passait. Et il a parlé. « Mesdames et messieurs, je vous dois des excuses. Vous êtes venus aujourd'hui pour assister à un mariage. Vous avez fait des kilomètres. Vous avez acheté des cadeaux. Vous vous êtes habillés avec élégance. Et je m'excuse sincèrement de vous avoir fait perdre votre temps. » Sa voix était calme, posée. Mais il y avait une rage froide dedans, une rage contrôlée. Mais il était important pour moi que vous soyez tous là. Parce que ce qui va se passer maintenant, ce n'est pas seulement mon histoire. C'est une leçon sur la confiance, sur le mensonge, sur la manipulation. Séraphine a secoué la tête frénétiquement. « Clémentin, arrête, s'il te plaît. On peut parler de ça plus tard. Pas ici, pas devant. Si, ici, maintenant, devant tout le monde. » Il s'est tourné vers elle. Ses yeux étaient 2 lames de glace. « Tu voulais un spectacle, Séraphine. Tu l'auras. » Il a sorti quelque chose de la poche intérieure de sa veste. Une enveloppe Kraft, la même enveloppe que j'avais vue chez lui 3 semaines plus tôt. Il l'a ouverte. Il en a sorti les documents. Il les a tenus en l'air. Voici des relevés bancaires, des actes notariés, des demandes de prêts, des lettres d'huissier, des jugements de tribunal. Il a fait une pause. Puis il a ajouté, d'une voix terrible, « Tout cela appartient à la famille de Séraphine Moreau, ma fiancée, enfin, mon ex-fiancée. » Des murmures ont parcouru l'assemblée. Les gens se penchèrent les uns vers les autres, chuchotant, essayant de comprendre. Séraphine était devenue blanche comme un linge. Ses mains tremblaient. Elle a secoué la tête. « Non, non, Clémentin, tu ne comprends pas. »« Oh si, je comprends très bien. » Il a commencé à lire les documents à voix haute. Chaque mot tombait comme une pierre dans l'eau stagnante. Monsieur et Madame Moreau, propriétaires d'une maison à Chartres, saisis pour non-paiement de crédit immobilier.
Montant de la dette, 400 000 €. Date de la saisie, il y a 3 ans. Dans l'assemblée, Monsieur et Madame Moreau se sont tassés sur leur banc. Monsieur Moreau a baissé la tête. Madame Moreau s'est mise à pleurer silencieusement. Clémentin a continué. Monsieur Moreau, ancien comptable, licencié pour faute grave, détournement de fonds dans l'entreprise où il travaillait. Montant détourné, 120 000 €. Un murmure de choc a traversé la chapelle. Madame Moreau, retraité anticipé pour dépression. Pension mensuelle, 400 €. Et Séraphine Moreau. Il s'est tourné vers elle. Elle tremblait de tout son corps. Des larmes coulaient sur ses joues, emportant son maquillage parfait. Séraphine Moreau, ancienne stagiaire dans une galerie d'art. Remerciée au bout de 6 mois. Depuis, enchaîne les petits boulots. Serveuse, hôtesse d'accueil, vendeuse, aucun revenu stable. Il a levé un autre document. Relevé bancaire de Séraphine Moreau, solde actuel, moins 3 270 €. Découvert autorisé dépassé, plusieurs rejets de prélèvements, factures impayées, huissier à la porte. Les murmures se sont transformés en exclamations. Les gens se regardaient, horrifiés, fascinés. Séraphine a essayé de parler. Sa voix était brisée, hachée par les sanglots. Ce n'est pas... Tu ne comprends pas. On a eu des problèmes, oui, mais je t'aime, Clémentin. Je t'aime vraiment. Clémentin a ri. Un rire froid, sans joie. Tu m'aimes? Il a sorti un autre document. Une feuille manuscrite. L'écriture fine et élégante de Séraphine. Alors explique-moi ça. Il a commencé à lire. Liste des biens de Clémentin Fontange. Appartement à Neuilly. Valeur estimée, 1 200 000 €. Voiture, Audi A6. Valeur, 60 000 €. Part dans l'entreprise Fontange & Associés. Valeur estimée, 2 millions d'euros. Placement financier, 800 000 €. Compte bancaire, 400 000 €. Il a levé les yeux vers elle. Total, 4 460 000 €. Il a laissé le chiffre flotter dans l'air, peser sur l'assemblée. Et en bas de cette liste, une note manuscrite de ta main, Séraphine. Je la lis? Elle a secoué la tête frénétiquement. Non, s'il te plaît. Mais il a lu quand même. Mariage prévu le 15 septembre. Signature du contrat chez le notaire le 10 septembre. Régime, communauté universelle. Après le mariage, ouverture de 3 sociétés fictives avec le nom Fontange comme caution. Objectif, obtenir des prêts bancaires pour un total de 1 500 000 €. Utilisation des fonds, remboursement des dettes familiales et reconstruction du patrimoine. Le silence était total, oppressant, suffocant. Puis, quelqu'un dans l'assemblée a murmuré « Mon Dieu !» et quelqu'un d'autre « C'est une escroc !» Séraphine s'est effondrée. Ses jambes ont cédé sous elle. Elle est tombée à genoux sur le sol de la chapelle, sa robe de dentelle étalée autour d'elle comme une flaque blanche. Elle sanglotait, le visage dans les mains. « Ce n'est pas ce que tu crois. J'étais désespérée. Ma famille, on n'avait plus rien. Je voulais juste... » Clémentin s'est accroupi devant elle. Il l'a regardée droit dans les yeux. « Tu voulais quoi, Séraphine? M'utiliser? Me voler? Détruire ma vie pour reconstruire la tienne? Non, je t'aimais. Au début, Au début, il s'est relevé. Il l'a regardée de haut, avec dégoût. Tu sais ce qui est drôle, Séraphine? Ce n'est même pas la première fois que tu fais ça. Elle a relevé la tête brusquement. Ses yeux étaient agrandis par la peur. Quoi? J'ai engagé un détective privé. Il a fait des recherches. Tu as déjà été fiancée 2 fois avant moi. 2 hommes différents. 2 chefs d'entreprise. Les 2 fiançailles ont été rompues au dernier moment. Dans les 2 cas, les hommes ont découvert la vérité sur ta situation financière. Un murmure horrifié a parcouru l'assemblée. Tu as un schéma, Séraphine, une méthode, tu repères des hommes riches, tu les séduis, tu te fais passer pour quelqu'un que tu n'es pas, et tu essaies de les manipuler pour qu'ils te donnent accès à leur argent. Il a secoué la tête. Et moi, j'ai failli tomber dans le piège. J'ai failli signer ce contrat de mariage. J'ai failli te laisser détruire tout ce que mon père et moi avons construit. Séraphine pleurait de plus en plus fort. Elle tendait les mains vers lui, suppliante. « Clémentin, s'il te plaît, donne-moi une chance, je peux changer, je peux... » Non, sa voix était définitive, sans appel. « Tu ne peux pas changer, parce que tu n'as jamais été toi-même. Tout était un mensonge, ton travail, ta famille, tes sentiments, tout. » Il s'est tourné vers l'assemblée. « Et vous voulez savoir le pire ?» Il a pointé du doigt vers moi, assise au dernier rang. Ma mère. Cette femme que Séraphine vient d'insulter publiquement.
Cette femme qu'elle a traitée de truie immonde devant vous tous. Sa voix a tremblé pour la première fois. C'est la femme la plus digne, la plus honnête, la plus généreuse que je connaisse. C'est elle qui m'a élevée seule après la mort de mon père. C'est elle qui a tout sacrifié pour que je puisse étudier, construire mon entreprise, devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Et elle méritait mieux que d'être humiliée par une manipulatrice sans scrupules. Des larmes coulaient maintenant sur ses joues. Mon fils pleurait, devant tout le monde. « Maman, je te demande pardon. Pardon d'avoir amené cette femme dans ta vie. Pardon de t'avoir fait subir ça. » Je me suis levée, mes jambes tremblaient, mais je me suis levée, je suis sortie du banc, j'ai marché vers lui. Tous les regards étaient sur moi. Je suis arrivée devant Clémentin. Je l'ai pris dans mes bras. Je l'ai serré contre moi. « Tu n'as rien à te faire pardonner, mon chéri. Tu n'as rien fait de mal. » Il a enfoui son visage dans mon épaule, comme quand il était petit. « Je suis désolée, maman. Tellement désolée. »« Chut, c'est fini maintenant. » On est resté comme ça pendant de longues secondes, enlacés au milieu de cette chapelle, devant 150 personnes qui nous regardaient en silence. Et puis, quelqu'un a commencé à applaudir. Une personne, puis 2, puis 10, puis 20. En quelques secondes, toute l'assemblée applaudissait. Debout, certains pleuraient, d'autres souriaient. Quelques-uns criaient « Bravo! Bien joué! Elle a eu ce qu'elle méritait. » Séraphine était toujours à genoux, seule, abandonnée. Personne ne la regardait, personne ne l'aidait. Son père s'est levé du premier rang. Il a essayé de s'approcher d'elle, mais les regards hostiles de l'assemblée l'ont arrêté. Il est resté figé, les bras ballants, impuissant. Sa mère sanglotait dans son coin, le visage enfoui dans ses mains. Clémentin s'est écarté de moi. Il a essuyé ses larmes. Il a repris son souffle. Puis, il s'est adressé une dernière fois à Séraphine. « Tu voulais savoir pourquoi je voulais t'épouser si vite, Séraphine. Pourquoi j'ai accepté de faire ce mariage dans un délai aussi court ?» Elle a levé vers lui des yeux rougis, gonflés. « Parce que j'ai découvert la vérité il y a 3 semaines. Et j'ai voulu que tu vives exactement ce que tu m'as fait vivre. L'humiliation publique, la trahison devant témoins, la honte. » Il a fait une pause. « Œil pour œil, Séraphine. Tu voulais me détruire? Je viens de te détruire. » Il s'est tourné vers le célébrant, qui était resté figé près de l'autel, bouche bée. « Monsieur, je vous prie d'excuser ce désordre. Cette cérémonie est terminée. » Le célébrant a hoché la tête, encore sous le choc. Clémentin m'a pris le bras. « Viens, maman. » On s'en va. On a marché vers la sortie de la chapelle. Les invités s'écartaient sur notre passage. Certains nous serraient la main au passage. D'autres nous tapèrent sur l'épaule. D'autres encore nous disaient « Vous avez bien fait. Courage. Elle ne méritait pas votre fils. » Derrière nous, Séraphine hurlait. « Clémentin, Clémentin, reviens, s'il te plaît. On peut arranger ça. Je t'en supplie. » Mais nous ne nous sommes pas retournés. Nous sommes sortis de la chapelle. Le soleil nous a aveugés un instant. L'air frais a rempli nos poumons. Clémentin a inspiré profondément. Puis il a dit, d'une voix calme, « C'est fini. C'est vraiment fini. » On est resté là, debout sur les marches de la chapelle, pendant que les invités sortaient un par un, chuchotant entre eux, encore sous le choc de ce qu'ils venaient de voir. Certains s'approchèrent de nous pour nous féliciter. D'autres nous regardaient de loin, avec curiosité ou admiration. Personne ne parlait à Séraphine. Elle est sortie de la chapelle une dizaine de minutes plus tard, soutenue par ses parents. Son visage était ravagé. Son maquillage avait coulé. Sa robe traînait dans la poussière. Elle ne regardait personne. Ils sont montés dans une vieille Renault Clio garée au bout de l'allée. Ils sont partis sans un mot, sans un regard en arrière, et nous les avons regardés partir. Quelques minutes plus tard, le responsable du château est venu nous voir. Il avait l'air gêné. « Monsieur Fontange, je suis désolé pour ce qui s'est passé. Pour le traiteur, les fleurs, tout ça, c'est déjà payé, donc... » Clémentin a hoché la tête. « Gardez tout. Offrez le repas aux invités qui voudront rester. Qu'ils profitent au moins de la nourriture. » Le responsable a souri, soulagé. « Très bien, monsieur. Merci. » Il est parti. Clémentin s'est tourné vers moi. « Maman, tu veux rester? Manger quelque chose ?» J'ai secoué la tête. « Non, je veux juste rentrer chez moi. »« D'accord, je te ramène. » On est monté dans sa voiture, une Audi A6 gris métallisé. Il a démarré. On a roulé en silence pendant quelques kilomètres. Puis, soudain, il a dit « Maman, tu penses que j'ai eu raison de faire ça, devant tout le monde ?» J'ai réfléchi longtemps avant de répondre. « Je ne sais pas, mon chéri. Peut-être que tu aurais pu simplement annuler le mariage en privé. Peut-être que cette humiliation publique était trop cruelle.
Il a serré le volant. Elle m'a humilié d'abord. Elle t'a humilié. Je sais, mais deux torts ne font pas une justice. Il a hoché la tête lentement. Tu as peut-être raison. Peut-être que j'ai été trop loin. On a continué à rouler. Le paysage défilait. Les champs dorés, les forêts, le ciel bleu, et j'ai pensé, parfois la justice ressemble à de la vengeance, et la vengeance ne guérit jamais vraiment. Mais je n'ai rien dit, parce que mon fils avait besoin de temps, de silence, de guérison, et moi aussi. Clémentin m'a raccompagné jusqu'à mon appartement. Il est monté avec moi. Il a insisté pour vérifier que j'allais bien, que je n'avais besoin de rien. On s'est assis dans le salon, tous les deux, dans un silence lourd, épuisé, vidé de toute énergie. Par la fenêtre, le soleil commençait à descendre sur Paris. Le ciel prenait cette couleur orange et rose qui annonce la fin du jour. C'était beau. Presque trop beau pour ce que nous venions de vivre. Clémentin regardait ses mains. Il les tournait et les retournait, comme s'il ne les reconnaissait plus, comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. « Maman, est-ce que je viens de faire la pire erreur de ma vie ?» J'ai posé ma main sur la sienne. « Non, mon chéri, tu as fait ce que tu pensais devoir faire. Mais la façon dont je l'ai fait, devant tout le monde, c'était cruel. Elle a été cruelle avec toi d'abord. Ça ne justifie pas ce que j'ai fait. » Il a levé les yeux vers moi. Ils étaient rouges, gonflés. Je me sens vide, comme si j'avais perdu quelque chose. Pas elle, pas Séraphine, mais quelque chose en moi. J'ai serré sa main plus fort. Tu as perdu ta naïveté, peut-être, ta capacité à faire confiance aveuglément, et c'est douloureux, mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Il a hoché la tête lentement. Peut-être. Il est resté chez moi jusqu'à 22 heures. On a mangé un peu, pas grand-chose. Du pain, du fromage, quelques fruits. Aucun de nous n'avait vraiment faim, mais il fallait se nourrir. On a parlé de choses insignifiantes, la météo, les travaux dans la rue en bas de chez moi, un film qu'il avait vu récemment. Tout, sauf ce qui s'était passé aujourd'hui, parce qu'on n'était pas encore prêt à y revenir. Pas vraiment. Quand il est parti, il m'a embrassé sur le front. « Merci, maman, pour tout. Tu n'as pas à me remercier. Je serai toujours là pour toi. Toujours. » Il a souri faiblement, puis il est descendu. Je l'ai regardé partir par la fenêtre, sa silhouette s'éloignant dans la rue, seul, courbé sous le poids invisible de ce qu'il venait de vivre, et mon cœur s'est serré. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans mon fauteuil, près de la fenêtre, une tasse de thé froid entre les mains, regardant les lumières de Paris scintiller dans l'obscurité. Je repensais à tout, à Séraphine, à son sourire calculateur, à ses questions insidieuses, à la façon dont elle m'avait humiliée publiquement dans cette chapelle, et je me demandais pourquoi avait-elle ressenti le besoin de me rabaisser de cette manière? Pourquoi avait-elle voulu me détruire avant même d'avoir réussi à épouser mon fils? Et j'ai compris, parce que j'étais un obstacle, parce que je représentais tout ce qu'elle n'avait pas, la dignité, la stabilité, l'amour inconditionnel. Elle voulait me faire disparaître, me rendre invisible, me réduire au silence. Mais elle avait échoué. Les jours suivants ont été étranges, silencieux, presque irréels. Clémentin ne m'a pas appelé pendant 1 semaine. Il m'a envoyé quelques messages courts. « Je vais bien, j'ai besoin de temps, je t'aime ». Je n'ai pas insisté. Je savais qu'il devait traverser cette épreuve seul, qu'il devait digérer ce qui s'était passé. Moi, j'ai continué ma vie. Ou plutôt, j'ai essayé. Je sortais faire mes courses, je lisais, je rangeais l'appartement, mais j'avais l'impression d'être en pilote automatique, de faire les gestes sans vraiment être là. Parfois, je revoyais le visage de Séraphine, ses yeux remplis de haine quand elle m'avait traité de truie immonde, ses larmes quand Clémentin l'avait démasquée, son désespoir quand elle était partie avec ses parents dans cette vieille voiture. Et malgré tout, malgré ce qu'elle m'avait fait, je ressentais une pointe de pitié pour elle, parce que j'avais vu ses parents, j'avais vu leur détresse, leur misère, et j'avais compris que Séraphine n'était pas juste une manipulatrice sans cœur. C'était une femme désespérée qui avait essayé de sauver sa famille de la ruine, par n'importe quel moyen. Cela ne justifiait pas ses actes, mais cela les expliquait. 10 jours après le mariage annulé, Clémentin est revenu me voir. Il avait l'air différent, plus maigre, plus pâle. Il avait des cernes profonds sous les yeux. Ses cheveux étaient en désordre, mais il souriait. Un sourire triste, fatigué, mais sincère. « Maman, je peux entrer ?»« Bien sûr, mon chéri. » Il est entré. Il s'est assis sur le canapé. J'ai préparé du café. On s'est installés tous les deux, comme on l'avait fait des centaines de fois avant. « Comment tu vas ?»
J'ai demandé. Mieux. Enfin, je crois. C'est compliqué. Je comprends. Il a pris une gorgée de café. Puis il a dit, j'ai réfléchi beaucoup ces derniers jours, à ce que j'ai fait, à la façon dont je l'ai fait. Et je crois que je regrette. J'ai posé ma tasse. Tu regrettes de l'avoir démasqué? Non. Je regrette de l'avoir humilié publiquement. J'aurais pu simplement annuler le mariage en privé, lui dire que je savais tout, rompre proprement. Mais j'ai voulu la punir. J'ai voulu qu'elle souffre autant que j'avais souffert. Il a baissé les yeux. Et maintenant, je me rends compte que ça ne m'a rien apporté. Aucune satisfaction. Aucun soulagement. Juste de la honte. J'ai pris sa main. Clémentin, tu as agi sous le coup de la colère et de la douleur. C'est humain. Peut-être, mais ça ne rend pas mes actes justes. Non, mais ça les rend compréhensibles. Il a soupiré. Tu sais ce qui me fait le plus mal? Ce n'est pas qu'elle m'ait menti. Ce n'est pas qu'elle ait voulu me voler. C'est que j'y ai cru, maman. J'ai vraiment cru qu'elle m'aimait. J'ai cru que quelqu'un pouvait m'aimer pour ce que je suis, pas pour ce que je possède. Des larmes coulaient sur ses joues. Et maintenant, je ne sais plus si je pourrais refaire confiance à quelqu'un un jour. Mon cœur s'est brisé. J'ai pris mon fils dans mes bras. Je l'ai serré contre moi. Mon chéri, ce n'est pas parce qu'une personne t'a trahi que toutes les personnes te trahiront. Il y a des gens bons dans ce monde. Des gens honnêtes. Des gens qui t'aimeront pour ce que tu es vraiment. Tu crois? J'en suis certaine. Il est resté contre moi pendant de longues minutes, comme un enfant qui cherche du réconfort. Et j'ai prié en silence pour qu'il retrouve un jour la capacité d'aimer, de faire confiance, de croire en la bonté des gens. Les semaines ont passé, puis les mois. Clémentin s'est replongé dans son travail. Il passait de longues heures au bureau. Il prenait de nouveaux clients. Il développait de nouveaux projets. Il se noyait dans le travail pour ne pas penser, pour ne pas sentir. Moi, je reprenais doucement le cours de ma vie. Je voyais mes amis. Je lisais. Je jardinais sur mon petit balcon. J'essayais de ne pas m'inquiéter pour mon fils, mais c'était difficile, parce que je le voyais changer. Il était devenu plus froid, plus distant, plus méfiant. Quand je lui parlais de rencontrer quelqu'un, de sortir, de refaire sa vie, il haussait les épaules. Je n'ai pas besoin de ça, maman. Je suis très bien tout seul. Mais je voyais bien qu'il mentait, qu'il se protégeait, qu'il construisait des murs autour de son cœur pour ne plus jamais souffrir. Et ça me brisait. 3 mois après le mariage annulé, j'ai reçu une lettre, une enveloppe blanche, sans adresse d'expéditeur, glissée sous ma porte. Je l'ai ouverte avec curiosité. À l'intérieur, une lettre manuscrite. L'écriture était fine, appliquée. L'écriture de Séraphine. Mon cœur s'est accéléré. J'ai hésité. Devais-je la lire ? Devais-je la jeter sans même la regarder? Finalement, j'ai décidé de la lire. Madame Fontange, je sais que vous n'avez aucune raison de lire cette lettre. Je sais que vous avez toutes les raisons de la déchirer sans même l'ouvrir. Mais si vous la lisez, je vous en serai reconnaissante. Je veux m'excuser. Pour tout. Pour les mensonges. Pour la manipulation. Pour l'humiliation que je vous ai fait subir ce jour-là, dans la chapelle. Je n'ai aucune excuse. Ce que j'ai fait est impardonnable. Mais je veux que vous sachiez quelque chose. Je ne suis pas une mauvaise personne. Enfin, je ne l'étais pas. Ou du moins, je ne pensais pas l'être. Quand ma famille a tout perdu, il y a 3 ans, j'ai vu mes parents se briser. Mon père, qui avait toujours été fort, droit, travailleur, s'est effondré. Il s'est mis à boire, à pleurer la nuit, à se haïr pour ce qu'il avait fait. Ma mère a sombré dans la dépression. Elle ne sortait plus de la maison. Elle ne parlait plus. Elle ne vivait plus. Et moi, je me suis dit que c'était à moi de les sauver, que c'était ma responsabilité, que je devais trouver un moyen de reconstruire ce qui avait été détruit. Alors j'ai cherché des hommes riches, des hommes que je pouvais séduire, des hommes dont je pouvais utiliser le nom, l'argent, les relations. Je me disais que ce n'était pas vraiment mal, que je ne volais personne, que je ne faisais que emprunter, temporairement, que je rembourserais un jour. Mais au fond, je savais que c'était mal, que c'était malhonnête, que je manipulais des gens qui ne méritaient pas ça. Et Clémentin était différent des autres. Il était gentil, attentionné, sincère, et une partie de moi, une toute petite partie, a commencé à l'aimer vraiment. Mais ce n'était pas assez, parce que l'autre partie de moi, la partie désespérée, avait déjà tout planifié, et je n'ai pas su arrêter le plan en cours. Et vous, Madame Fontange, je vous ai traité de manière horrible, parce que vous représentiez tout ce que je n'aurais jamais, la dignité, la stabilité, l'amour d'un fils qui vous respecte, et j'étais jalouse et en colère. Je sais que mes excuses ne changent rien.
Je sais que le mal est fait, mais je voulais que vous sachiez que je regrette, sincèrement. Mes parents et moi avons quitté la région. Nous vivons maintenant dans le sud, près de Marseille. Mon père a trouvé un petit travail dans un entrepôt. Ma mère va mieux, doucement. Et moi, j'essaie de reconstruire ma vie. Honnêtement, cette fois. Je ne vous demande pas de me pardonner, mais je vous demande de transmettre mes excuses à Clémentin. Dites-lui que je suis désolée, vraiment désolée. Et dites-lui aussi que ce qu'il a fait ce jour-là, dans la chapelle, était peut-être cruel. Mais c'était juste, parce que j'avais besoin de cette leçon. J'avais besoin de comprendre que mes actes avaient des conséquences. Merci de m'avoir lu. Séraphine. J'ai replié la lettre lentement. Mes mains tremblaient. Je suis restée assise là, dans mon salon, la lettre sur mes genoux, pendant de longues minutes. Je ressentais un mélange d'émotions, de la colère, encore, de la tristesse, de la compassion aussi, parce que cette lettre était sincère. Je le sentais. Séraphine n'essayait pas de se justifier. Elle ne demandait pas pardon. Elle voulait juste que je sache, que Clémentin sache. Et j'ai pensé, peut-être que c'est ça, le début de la rédemption. Reconnaître ses erreurs, les assumer, essayer de faire mieux. Le soir même, Clémentin est passé pour notre dîner dominical. Il avait repris l'habitude de venir tous les dimanches, comme avant. C'était notre rituel. On a mangé en silence pendant quelques minutes. Puis j'ai dit, « Clémentin, j'ai reçu une lettre aujourd'hui. » « De qui ? » ?»« De Séraphine. » Il s'est figé. Sa fourchette est restée suspendue en l'air. « Séraphine ? » ?»« Oui. » « Qu'est-ce qu'elle voulait ? » ?»« S'excuser. » Il a posé sa fourchette. Il a croisé les bras. « Et tu l'as lu ? » ?»« Oui. » « Pourquoi ? » Parce que je pensais que ça pouvait m'aider. À comprendre. À tourner la page. Il a secoué la tête. « Moi, je ne veux pas la lire. Je ne veux plus rien savoir d'elle. Je comprends. » J'ai sorti la lettre de ma poche. Je l'ai posée sur la table, devant lui. « Mais si un jour tu changes d'avis, elle est là. » Il a regardé la lettre, longuement. Puis il a détourné les yeux. « Peut-être un jour, mais pas maintenant. » On a continué à manger. On a parlé d'autre chose, de son travail, de mes projets de voyage en Provence pour le printemps prochain, de la vie qui continuait, malgré tout. Et en le regardant, j'ai pensé, mon fils est blessé, profondément blessé, mais il est fort, il va guérir. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour. Et quand ce jour viendra, peut-être qu'il lira cette lettre. Peut-être qu'il comprendra que Séraphine n'était pas juste une manipulatrice, qu'elle était une femme désespérée qui avait fait des choix terribles. Et peut-être qu'il trouvera la paix. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix, en lui parlant de cette lettre, en la gardant pour lui. Qu'auriez-vous fait à ma place ? Auriez-vous lu la lettre ? Auriez-vous pardonné ? Ou auriez-vous simplement tourné la page ? Dites-le moi en commentaire. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. 6 mois ont passé depuis ce jour fatidique dans la chapelle. 6 mois pendant lesquels la vie a repris son cours, lentement, comme une rivière qui retrouve son lit après une crue. Nous étions maintenant en mars. Le printemps commençait à pointer le bout de son nez à Paris. Les bourgeons apparaissaient sur les arbres. Les jours rallongeaient. La lumière changeait. Clémentin continuait à venir dîner chez moi tous les dimanches. C'était notre ancre, notre rituel sacré. Mais il était différent, plus silencieux, plus réservé. Il souriait moins, il riait rarement. Son travail marchait bien, très bien même. Il avait décroché plusieurs gros contrats. Son entreprise se développait. Mais quand je lui demandais s'il était heureux, il haussait les épaules. « Je suis occupé, maman. » C'est déjà ça. Occupé n'est pas heureux. Mais je ne disais rien. Je savais qu'il avait besoin de temps. Un dimanche soir, début mars, on était assis dans mon salon après le dîner. Il pleuvait dehors, une pluie fine, régulière, qui tambourinait contre les vitres. Clémentin regardait par la fenêtre, perdu dans ses pensées. Je tricotais un pull pour l'hiver prochain. Le silence entre nous était confortable, familier. Puis soudain, il a dit « Maman, est-ce que tu as gardé la lettre de Séraphine ?» J'ai levé les yeux de mon tricot. « Oui, est-ce que je peux la lire ?» Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. « Tu es sûr ?» Il a hoché la tête. Je crois que j'ai besoin de savoir ce qu'elle avait à dire pour vraiment tourner la page. » Je me suis levée, j'ai ouvert le tiroir de mon secrétaire, j'ai sorti l'enveloppe blanche. Je la gardais là depuis 3 mois, intacte, en attendant ce moment. Je la lui ai tendue. « Prends ton temps. » Il a pris la lettre. Il l'a regardée un long moment sans l'ouvrir. Puis, lentement, il l'a dépliée. Il a lu en silence. Je voyais ses yeux parcourir les lignes. Son visage changeait d'expression. De la colère d'abord, puis de la tristesse.
puis quelque chose de plus doux, de la compréhension peut-être. Quand il a terminé, il a replié la lettre soigneusement. Il l'a posée sur la table basse. Il a regardé ses mains. Elle s'excuse. Oui, elle dit qu'elle regrette. Oui, il a secoué la tête. Je ne sais pas quoi en penser. Une partie de moi veut la croire. Une autre partie pense que c'est encore de la manipulation. Peut-être que les deux sont vrais. Peut-être qu'elle regrette vraiment, mais qu'elle essaie aussi de se racheter une conscience. Il a levé les yeux vers moi. Tu lui pardonnes, toi? J'ai réfléchi longuement avant de répondre. Je ne sais pas si c'est du pardon, mais je comprends. Je comprends qu'elle était désespérée, que sa famille était au bord du gouffre, qu'elle a fait des choix terribles pour essayer de les sauver. Ça n'excuse pas ce qu'elle a fait. Non, ça ne l'excuse pas, mais ça l'explique. Il a hoché la tête lentement. Moi, je ne peux pas lui pardonner. Pas encore, peut-être jamais. C'est ton droit. Tu n'as aucune obligation de pardonner. Il est resté chez moi jusqu'à tard ce soir-là. On a parlé de beaucoup de choses, de Séraphine, de la trahison, du pardon, de la difficulté de faire confiance à nouveau. Et puis, vers minuit, il m'a dit quelque chose qui m'a surprise. « Maman, je crois que je vais prendre des vacances, partir quelque part, loin de Paris, loin de tout. C'est une excellente idée. Où veux-tu aller? Je ne sais pas encore. Peut-être en Italie ou en Grèce. Un endroit calme, où je peux réfléchir. Tu devrais, ça te ferait du bien. » Il a souri. Un vrai sourire. Le premier depuis des mois. Je vais organiser ça. Peut-être en avril. 3 semaines plus tard, Clémentin est parti pour 2 semaines en Italie. Il avait loué une petite maison dans les 5 Terres, un village perché au bord de la Méditerranée. Il m'envoyait des photos tous les jours, des paysages magnifiques, des couchers de soleil, des rues pavées, des petits restaurants avec vue sur la mer. Il avait l'air plus détendu, plus serein. Et moi, je respirais mieux, parce que je voyais mon fils retrouver doucement une forme de paix. Pendant ce temps, ma propre vie continuait. J'avais repris mes activités. Je voyais mes amis. Je faisais du bénévolat dans une association qui aidait les personnes âgées isolées. Un jour, en mars, je suis allée déjeuner avec mon amie Marguerite. On se connaissait depuis 40 ans. On s'était rencontrés à la maternité quand nos fils étaient nés la même semaine. On parlait de tout et de rien, comme d'habitude. Et puis elle m'a demandé « Alors, Alaris, tu as entendu parler de Séraphine ?» Mon sang s'est glacé. « Non. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Marguerite a hésité. « Je ne sais pas si je devrais te le dire. Marguerite, s'il te plaît, dis-moi. » Elle a soupiré. « J'ai une amie qui habite à Marseille. Elle m'a dit qu'elle avait croisé Séraphine il y a quelques semaines. Apparemment, elle travaille comme serveuse dans un petit restaurant du Vieux-Port. Elle vit dans un studio minuscule avec ses parents. » Je n'ai rien dit. Je ne savais pas quoi dire. Marguerite a continué. « Mon amie dit qu'elle avait l'air différente, plus humble, plus simple. Elle portait un uniforme de serveuse et elle souriait poliment aux clients. Rien à voir avec la femme sophistiquée qu'elle prétendait être. Elle t'a parlé? Non. Mon amie ne lui a pas adressé la parole, mais elle l'a observé. Elle dit que Séraphine avait l'air fatiguée, mais aussi en paix, d'une certaine façon. Le soir même, j'ai raconté cette conversation à Clémentin par téléphone. Il était encore en Italie. Il est resté silencieux un long moment après que je lui ai tout raconté. Elle travaille comme serveuse? Oui. Dans un petit restaurant à Marseille? Oui. Encore un silence. Eh bien, au moins, elle a trouvé un travail honnête. Sa voix était neutre. Je ne savais pas ce qu'il ressentait vraiment. Tu es content d'apprendre ça? Ou en colère? Je ne sais pas, maman. Je crois que je suis soulagée, peut-être. Soulagée qu'elle ne soit pas en train de manipuler quelqu'un d'autre. Moi aussi. On a raccroché peu après. Mais je sentais que cette nouvelle avait remué quelque chose en lui. Quelque chose qu'il n'était pas encore prêt à affronter. Quand Clémentin est rentré d'Italie, fin avril, il avait changé. Il était bronzé, reposé. Ses yeux avaient retrouvé un peu de leur éclat d'avant. Le premier dimanche après son retour, il est venu dîner chez moi avec un cadeau, un livre de photographies italiennes et une bouteille de limoncello. « Tiens, maman, pour te remercier. » Me remercier de quoi? D'avoir été là. Toujours. Même quand j'étais insupportable. J'ai souri. Tu n'as jamais été insupportable. Juste blessé. Oh. On a ouvert le limoncello. On a bu un verre ensemble. Et puis il m'a dit, « Maman, j'ai pris une décision. » Laquelle? Je vais vendre mon appartement de Neuilly. J'ai failli lâcher mon verre. Quoi? Pourquoi? Parce qu'il y a trop de souvenirs là-bas. Séraphine a vécu dans cet appartement pendant des mois. Elle a dormi dans mon lit. Elle a mangé à ma table. Je ne peux plus y vivre. Et tu vas aller où?
Je vais acheter un appartement dans le Marais. Plus petit, plus simple, un nouveau départ. J'ai hoché la tête. C'est une bonne idée. Et il y a autre chose. Quoi? Je vais embaucher un associé, quelqu'un pour m'aider à gérer l'entreprise, parce que je veux travailler moins, vivre plus, profiter de la vie. Mon cœur s'est gonflé de joie. Mon chéri, c'est merveilleux. Il a souri. Je crois que c'est ce que papa aurait voulu. Qu'il aurait été fier. Il aurait été très fier. Les mois suivants ont été une période de reconstruction. Lente, mais réelle. Clémentin a vendu son appartement de Neuilly en juin. Il en a acheté un autre dans le Marais, près de la place des Vosges. Un 3 pièces lumineux, avec des poutres apparentes et une petite terrasse. Il a embauché un associé, un ancien camarade d'HEC, quelqu'un en qui il avait confiance. Il a commencé à sortir davantage, à voir des amis, à prendre des week-ends de repos. Et petit à petit, je l'ai vu revenir à la vie. Un soir de juillet, alors qu'on dînait sur ma petite terrasse, il m'a dit « Maman, je crois que je suis prêt. » Prêt pour quoi? À rencontrer quelqu'un, à réessayer. Mon cœur s'est emballé. Tu es sûr? Non, mais je ne le serai jamais vraiment. Alors autant essayer. Tu as raison. Il a souri. Mais cette fois, je serai plus prudent, plus attentif. Je ne me laisserai plus aveugler. C'est sage. On a trinqué avec nos verres de vin. À l'avenir. À l'avenir. Août est arrivé. Paris s'est vidé. La chaleur était étouffante. Clémentin était parti en vacances avec des amis dans le sud de la France. Pas à Marseille. Il n'était pas encore prêt pour ça. Moi, je suis resté à Paris. J'aimais la ville en août. Calme, presque déserte. On pouvait respirer. Un matin, alors que je prenais mon café sur ma terrasse, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai hésité. Puis j'ai décroché. « Allô? Madame Fontanges ?» C'était une voix de femme. Jeune, timide. « Oui, c'est moi. Je m'appelle Séraphine. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. » Mon cœur s'est arrêté. Il y a eu un long silence. Je ne savais pas quoi dire. Mon esprit se bousculait. Pourquoi m'appelait-elle? Qu'est-ce qu'elle voulait? Finalement, j'ai dit « Oui, Séraphine, je me souviens. Je suis désolée de vous déranger. J'ai hésité pendant des semaines avant de vous appeler. Mais je voulais vous dire quelque chose. » Quoi? Sa voix tremblait. Je voulais vous remercier. Me remercier? De quoi? D'avoir lu ma lettre et d'avoir transmis mes excuses à Clémentin. Mon amie qui travaille dans le même restaurant que moi à Marseille m'a dit qu'elle avait entendu parler de vous, que vous aviez parlé de moi avec une amie. Et je voulais que vous sachiez que ma lettre était sincère. Je me suis assise. Mes jambes tremblaient. Je l'ai su, Séraphine. Je voulais aussi vous dire que ce qui s'est passé ce jour-là dans la chapelle, ça m'a sauvée. Sauvée? Oui. Parce que si Clémentin ne m'avait pas démasqué, j'aurais continué. J'aurais continué à chercher des hommes à manipuler. J'aurais continué à mentir, à me mentir. Et un jour, j'aurais fini en prison. Ou pire, elle a pris une grande inspiration. Mais là, j'ai touché le fond. Et ça m'a forcé à remonter, à reconstruire ma vie honnêtement. Alors merci. Merci de ne pas avoir empêché Clémentin de faire ce qu'il a fait. Je ne savais pas quoi répondre. Des larmes coulaient sur mes joues. Séraphine, qu'est-ce que tu veux? Je ne veux rien, je voulais juste que vous sachiez. Et si un jour Clémentin veut me parler, pour tourner vraiment la page, je suis prête. Je ne lui demande rien. Juste l'écouter, s'il en a besoin. Je lui dirai. Merci, Madame Fontanges. Elle a raccroché. Je suis restée là, sur ma terrasse, le téléphone dans la main, les larmes coulant librement. Et j'ai pensé, peut-être que c'est ça, la vraie justice. Pas la vengeance, pas l'humiliation, mais la transformation, le changement. Séraphine avait payé pour ses actes. Elle avait tout perdu. Sa réputation, son plan, sa vie d'avant. Mais elle avait trouvé quelque chose d'autre. L'honnêteté, le travail, la dignité. Et peut-être que c'était plus précieux que tout l'argent du monde. Ce soir-là, j'ai appelé Clémentin. Je lui ai raconté l'appel de Séraphine. Il est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a dit « Elle veut me parler? Seulement si tu veux, mon chéri. Elle ne demande rien. Je ne sais pas si je suis prêt. Tu n'as pas à l'être. Prends ton temps. Peut-être un jour, mais pas maintenant. D'accord, on a raccroché. Et j'ai su que mon fils avait encore du chemin à faire, mais qu'il était sur la bonne voie. Parce que guérir, ce n'est pas oublier. C'est apprendre à vivre avec la douleur, à la transformer en quelque chose de meilleur. Et ça prend du temps. Beaucoup de temps. Septembre est arrivé avec ses premières fraîcheurs. Les Parisiens sont rentrés de vacances. La ville a retrouvé son rythme effréné. Les terrasses se sont vidées. Les bureaux se sont remplis. Pour moi, septembre a toujours été le mois des nouveaux départs.
Peut-être parce que c'était le mois où Clémentin était né, il y a maintenant 33 ans. Peut-être simplement parce que l'automne porte en lui cette promesse de renouveau après la torpeur de l'été. Cette année, septembre avait un goût particulier, un goût de reconstruction, de cicatrisation. Clémentin était installé dans son nouvel appartement du Marais depuis 2 mois. Il l'avait meublé avec soin, en prenant son temps. Des meubles simples, épurés, des couleurs claires, rien qui rappelait son ancien appartement de Neuilly, rien qui rappelait Séraphine. Il travaillait moins, comme il se l'était promis. Son associé, Thomas, gérait une partie des dossiers. Clémentin pouvait enfin respirer, prendre des pauses, vivre, et surtout, il avait recommencé à sortir. Un dimanche soir, début septembre, il est arrivé chez moi avec un sourire étrange, un sourire gêné, presque timide. « Maman, j'ai quelque chose à te dire. » Je levai les yeux de mon livre. « Quoi donc ?» Il s'est assis en face de moi. Il a joué avec ses mains, nerveux. J'ai rencontré quelqu'un. Mon cœur a bondi dans ma poitrine. Quelqu'un ? Oui, une femme. Raconte-moi. Il a souri. Elle s'appelle Camille. Elle est architecte. Elle a 35 ans. Je l'ai rencontrée il y a 3 semaines, lors d'un vernissage organisé par un client. On a parlé pendant 2 heures. De tout. D'architecture, de voyage, de livres, de vin. Elle est différente. Différente comment ? Simple. Vraie. Elle ne m'a pas demandé ce que je faisais dans la vie. Elle ne m'a pas demandé où j'habitais. Elle s'intéressait à moi, à ce que je pensais, à ce que j'aimais. Il a marqué une pause. Et quand je lui ai dit, à la fin de la soirée, que je dirigeais une entreprise de conseil, elle a haussé les épaules et elle a dit « Ah, d'accord, moi je dessine des maisons. C'est tout. Pas d'excitation, pas de calcul. Juste de l'indifférence bienveillante. » Je souriais. Mon cœur débordait de joie. Elle a l'air merveilleuse. Elle l'est. Enfin, je crois. On se voit doucement. On prend notre temps. Je ne veux pas me précipiter. C'est sage. Et j'aimerais te la présenter. Bientôt. Si elle est d'accord. J'ai pris sa main. J'adorerais la rencontrer. 2 semaines plus tard, Clémentin est venu dîner avec Camille. Elle était exactement comme il l'avait décrite. Simple. Vraie. Elle portait un jean, un pull en laine beige, des bottines plates. Ses cheveux châtains étaient attachés en queue de cheval. Elle ne portait presque pas de maquillage. Juste un peu de rouge à lèvres rose pâle. Elle m'a souri chaleureusement en entrant. « Madame Fontange, je suis ravie de vous rencontrer. Clémentin m'a tellement parlé de vous. Appelez-moi Alaris, s'il vous plaît. Avec plaisir. Et moi, c'est Camille. » On s'est installé dans le salon pendant que Clémentin préparait l'apéritif dans la cuisine. Camille regardait autour d'elle avec intérêt. « Vous avez un appartement magnifique. Ces moulures, c'est du 19e siècle ? » « Oui, nous avons acheté cet appartement avec mon mari il y a 35 ans. Il a dû être magnifiquement restauré. On a parlé d'architecture, de Paris, de rénovation. Elle était passionnée, cultivée, mais sans prétention. Elle posait des questions. Elle écoutait vraiment les réponses. Et surtout, elle regardait Clémentin avec une douceur qui m'a fait chaud au cœur. Pas avec avidité, pas avec calcul, juste avec affection. Pendant le dîner, j'ai appris qu'elle venait d'une famille modeste de Bretagne. Son père était pêcheur, sa mère institutrice. Elle avait fait ses études à l'école d'architecture de Paris grâce à des bourses. Elle vivait dans un petit appartement à Belleville qu'elle avait acheté elle-même, pierre par pierre, crédit par crédit. « Je gagne correctement ma vie », disait-elle avec un sourire modeste. « Rien d'extraordinaire, mais c'est honnête. Et j'aime ce que je fais. » Clémentin la regardait avec admiration. Et je voyais dans ses yeux quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. De la légèreté, de la confiance, de l'espoir. À la fin du dîner, Camille m'a aidé à débarrasser. On était seuls dans la cuisine. Elle a dit « Alaris, je veux que vous sachiez quelque chose. » « Quoi donc ?» Clémentin m'a raconté. Ce qui s'est passé il y a 1 an, avec Séraphine. Mon sang s'est glacé. Il vous a raconté ? Oui, tout. Elle s'est tournée vers moi. Ses yeux étaient sérieux, sincères. Je veux que vous sachiez que je ne suis pas comme elle. Je n'ai aucune intention de profiter de Clémentin. Je l'aime pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il possède. Comment puis-je en être sûre ? C'était une question dure, mais je devais la poser. Camille a souri tristement. Vous ne pouvez pas, pas maintenant, mais je vous le prouverai. Avec le temps, avec mes actes. Elle a posé sa main sur la mienne. Je sais qu'il a été blessé, profondément blessé. Et je sais qu'il aura besoin de temps pour me faire confiance complètement. Et je suis prête à attendre, aussi longtemps qu'il faudra. Quand Camille et Clémentin sont partis ce soir-là,
Je me suis assise sur mon canapé avec une tasse de thé. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti de l'espoir. Un espoir vrai, solide. Mon fils avait trouvé quelqu'un de bien, quelqu'un qui le méritait. Les semaines ont passé. Clémentin et Camille se voyaient régulièrement, mais sans se précipiter. Ils prenaient le temps de se découvrir, de construire quelque chose de solide. De mon côté, je continuais ma vie. Je voyais mes amis, je faisais mon bénévolat, je lisais beaucoup, j'essayais de profiter de chaque jour. Mais une question me hantait, une question que je n'arrivais pas à lâcher. Que devenait Séraphine? Depuis son appel en août, je n'avais plus eu de nouvelles. Je me demandais comment elle allait, si elle avait tenu ses promesses, si elle reconstruisait vraiment sa vie. Un jour d'octobre, j'ai pris une décision que je n'ai pas annoncée à Clémentin, que je n'ai annoncée à personne. J'ai pris un train pour Marseille. Je ne savais pas exactement pourquoi je faisais ça. Peut-être par curiosité, peut-être par besoin de fermer vraiment cette page, peut-être simplement pour vérifier que Séraphine disait la vérité. Je suis arrivée à Marseille en fin de matinée. Le soleil brillait, l'air sentait la mer et les épices. C'était magnifique. J'ai pris un taxi jusqu'au Vieux-Port. J'ai marché le long des quais, observant les bateaux, les restaurants, les touristes, et puis, je l'ai vue. Séraphine travaillait dans un petit restaurant traditionnel, niché dans une ruelle étroite près du port. Le restaurant s'appelait La Calanque Bleue, une façade bleu ciel, des tables en bois, des nappes à carreaux. Elle portait un uniforme noir et blanc. Ses cheveux étaient attachés en chignon simple. Pas de maquillage sophistiqué, pas de bijoux. Juste un petit tablier et un sourire poli. Je me suis assise à une table en terrasse. J'ai attendu. Quelques minutes plus tard, elle est sortie du restaurant avec un plateau. Elle s'est dirigée vers ma table. Et puis elle m'a vue. Son visage s'est décomposé. Le plateau a failli lui échapper des mains. Elle est devenue blanche comme un linge. Madame Fontange. Sa voix tremblait. « Bonjour, Séraphine. » Elle a regardé autour d'elle, paniquée, comme si elle cherchait une issue. « Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous faites ici? Je voulais te voir, m'assurer que tu allais bien. » Elle a posé le plateau sur une table vide. Ses mains tremblaient. « Vous voulez me parler? » « Oui, si tu as un moment. » Elle a regardé vers l'intérieur du restaurant, hésitante. « J'ai une pause dans 20 minutes. Vous pouvez m'attendre? » Bien sûr. J'ai commandé une salade niçoise et un verre de rosé. J'ai mangé lentement, observant Séraphine travailler. Elle servait les clients avec efficacité et politesse. Elle ne se plaignait pas. Elle ne rechignait pas. Elle faisait son travail avec dignité. 20 minutes plus tard, elle est revenue. Elle s'est assise en face de moi, nerveuse, les mains jointes sur la table. « Madame Fontange, pourquoi êtes-vous venue? Je te l'ai dit, pour m'assurer que tu allais bien. Mais pourquoi? Après tout ce que je vous ai fait, parce que ta lettre était sincère, et ton appel aussi. Et je voulais voir par moi-même si tu reconstruisais vraiment ta vie. » Elle a baissé les yeux. J'essaie. C'est dur, mais j'essaie. Parle-moi. Comment vas-tu vraiment? Séraphine a pris une grande inspiration, puis elle a commencé à parler. Elle vivait dans un studio de 20 mètres carrés avec ses parents. Ils partageaient l'espace. Son père dormait sur un canapé-lit dans le salon. Sa mère et elle partagèrent la chambre. Son père travaillait dans un entrepôt. Il chargeait et déchargeait des cartons toute la journée. C'était un travail épuisant pour un homme de son âge, mais c'était tout ce qu'il avait pu trouver. Sa mère allait mieux. Elle suivait une thérapie. Elle avait trouvé un petit travail à temps partiel dans une bibliothèque municipale. Elle lisait aux enfants le mercredi après-midi. Et Séraphine, elle travaillait comme serveuse 6 jours par semaine. Elle gagnait 1 300 € par mois. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était honnête. « On a remboursé une partie de nos dettes, » disait-elle. Petit à petit, on a mis en place un échéancier avec les créanciers. Dans 10 ans, si tout va bien, on sera libre. 10 ans, c'est long. Oui, mais c'est mérité. Elle a levé les yeux vers moi. Des larmes brillaient dans ses yeux. « Madame Fontange, je sais que je ne peux pas effacer ce que j'ai fait. Je ne peux pas réparer le mal que j'ai causé à Clémentin et à vous. Mais je veux que vous sachiez que chaque jour, je me lève en me disant que je dois être meilleure, que je dois mériter une seconde chance. » On a parlé pendant plus d'1 heure. Elle m'a raconté sa vie actuelle, ses doutes, ses regrets, ses espoirs. Elle m'a dit qu'elle avait rompu tous les contacts avec les personnes qu'elle fréquentait avant, qu'elle n'avait plus de compte sur les réseaux sociaux, qu'elle ne cherchait plus à impressionner qui que ce soit. « J'ai compris quelque chose, » disait-elle. « Pendant des années, j'ai essayé d'être quelqu'un que je n'étais pas,
quelqu'un de riche, de sophistiqué, d'important, et ça m'a détruite. Maintenant, j'essaie juste d'être moi. Séraphine Moreau, fille de pêcheur et d'institutrice, serveuse à Marseille, et c'est suffisant. J'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu avant, de l'humilité, de la sincérité, de la paix, et j'ai su qu'elle disait la vérité. Avant de partir, je lui ai dit « Séraphine, je ne sais pas si Clémentin voudra te parler un jour. Peut-être que oui, peut-être que non, mais si jamais il le fait, sois prête, sois honnête, ne lui cache rien. Je le serai, je vous le promets. Et continue ce que tu fais. Continue à reconstruire ta vie. Tu es sur la bonne voie. » Elle a hoché la tête, les larmes coulant librement sur ses joues. « Merci, Madame Fontange. Merci d'être venue. Merci de ne pas me haïr. Je ne te hais pas, Séraphine. Je n'ai jamais haï personne. Ce n'est pas dans ma nature. Je me suis levée, j'ai payé mon addition. Et avant de partir, j'ai fait quelque chose qui m'a surprise moi-même. J'ai posé ma main sur l'épaule de Séraphine. Tu vas t'en sortir, j'en suis sûre. Dans le train du retour vers Paris, j'ai regardé le paysage défiler par la fenêtre, la Méditerranée, les collines provençales, les champs de lavande, et j'ai pensé à la vie, à ses tournants imprévisibles, à ses leçons cruelles, mais nécessaires. Séraphine avait voulu tout avoir sans rien mériter, et elle avait tout perdu. Mais maintenant, elle reconstruisait, pierre par pierre, jour par jour, honnêtement. Et peut-être que c'était ça, le vrai karma. Pas la punition, pas la vengeance, mais la leçon, la transformation. Quand je suis rentrée à Paris, j'ai hésité à raconter mon voyage à Clémentin. Finalement, j'ai décidé d'attendre, de voir comment évoluaient les choses avec Camille, de voir s'il était prêt à entendre parler de Séraphine. Mais je gardais cette rencontre en moi, comme un secret, comme une graine plantée, attendant le bon moment pour germer. Parce que je savais qu'un jour, Clémentin aurait besoin de savoir que Séraphine allait bien, qu'elle avait changé, qu'elle avait payé pour ses actes, et que parfois, les gens méritent une seconde chance, pas pour effacer le passé, mais pour construire un meilleur avenir. Novembre est arrivé, les feuilles tombaient. Le ciel devenait gris, Paris se couvrait de brume. Clémentin et Camille étaient toujours ensemble. Leur relation progressait doucement, solidement. Ils souriaient de nouveau, ils riaient, ils vivaient. Et moi, je regardais mon fils revivre avec un mélange de joie et de gratitude. Parce qu'après la tempête, il y a toujours le calme. Après la douleur, il y a toujours la guérison. Après l'hiver, il y a toujours le printemps. Et mon fils avait trouvé son printemps. Décembre est arrivé avec ses premiers flocons de neige. Paris s'est paré de lumière de Noël. Les vitrines scintillaient. L'air sentait le vin chaud et les marrons grillés. 1 an s'était écoulé depuis que Clémentin avait rencontré Séraphine. 1 an depuis ce mariage qui n'avait jamais eu lieu. 1 an de reconstruction, de guérison, de transformation. Et maintenant, en ce 20 décembre, nous étions tous réunis dans mon salon pour fêter l'anniversaire de Clémentin. 33 ans aujourd'hui. Camille était là, bien sûr. Elle avait apporté un gâteau qu'elle avait fait elle-même. Aux pommes et au caramel, le préféré de Clémentin. Elle portait un pull rouge et un jean. Simple, radieuse. Quelques amis proches étaient à présent aussi. Thomas, l'associé de Clémentin. Marguerite, mon amie de toujours. Quelques collègues. L'ambiance était chaleureuse. Les rires fusaient. La musique jouait doucement en fond. Et moi, je regardais mon fils souffler ses bougies avec Camille à ses côtés, et mon cœur débordait de bonheur. Plus tard dans la soirée, quand la plupart des invités étaient à partie, Clémentin, Camille et moi sommes restés seuls dans le salon. On buvait un dernier verre de champagne. On parlait de tout et de rien. De l'année écoulée, de l'année à venir. Et puis, soudain, Clémentin a dit quelque chose qui m'a surprise. « Maman, je crois que je suis prêt. » J'ai froncé les sourcils. « Et prêt pourquoi, mon chéri ?» A parlé à Séraphine. Le silence est tombé dans la pièce. Camille a posé sa main sur celle de Clémentin. « Tu es sûr ?»« Oui, j'y pense depuis des semaines. J'ai besoin de fermer vraiment cette page, de lui dire ce que j'ai à dire, et de l'entendre, elle aussi. » Il s'est tourné vers moi. « Tu as son numéro, maman ?» J'ai hésité. Puis, j'ai hoché la tête. « Oui, elle m'a appelé en août. J'ai gardé son numéro. Est-ce que tu peux me le donner ?» Le lendemain matin, Clémentin l'a appelé. Il m'a raconté leur conversation plus tard. Séraphine avait été surprise, choquée même. Elle avait pleuré au téléphone. Elle s'était excusée encore et encore. Clémentin lui avait dit qu'il ne voulait pas d'excuses, qu'il voulait juste comprendre pourquoi elle avait fait ce qu'elle avait fait. Et elle lui avait tout raconté. La faillite de sa famille, le désespoir,
la pression, la honte. Elle m'a dit, racontait Clémentin, qu'elle avait pensé que c'était la seule solution, que sans argent, sa famille allait finir à la rue, que son père allait se suicider, que sa mère ne s'en remettrait jamais. Et toi, qu'est-ce que tu lui as répondu? Que je comprenais, que je ne justifiais pas ses actes, mais que je comprenais, et que j'espérais qu'elle avait trouvé un autre chemin maintenant. Et elle m'a dit qu'elle travaillait comme serveuse à Marseille, qu'elle reconstruisait sa vie honnêtement, qu'elle remboursait ses dettes petit à petit. Il a marqué une pause. Elle m'a demandé si je pouvais lui pardonner un jour. Je lui ai dit que je ne savais pas, mais que je ne lui en voulais plus. Cette conversation avait libéré quelque chose en Clémentin. Je le voyais dans ses yeux, dans sa posture, dans sa façon de parler. Il avait lâché prise, il avait accepté, il était passé à autre chose. 3 jours plus tard, le 23 décembre, Clémentin est venu me voir, seul, cette fois. Il s'est assis sur le canapé. Il m'a regardé avec un sourire étrange. « Maman, j'ai quelque chose à te dire. »« Quoi donc ?»« Je vais demander Camille en mariage. » Mon cœur a bondi dans ma poitrine. « Clémentin, tu es sûr ?»« Oui, plus sûr que jamais. Elle est celle qu'il me faut. Je le sais, je le sens. Mais, après ce qui s'est passé avec Séraphine, justement, après ce qui s'est passé, je sais reconnaître ce qui est vrai. Et Camille est vraie, complètement vraie. Des larmes de joie ont coulé sur mes joues. Oh mon chéri, je suis tellement heureuse pour toi. Je vais lui demander le soir du Nouvel An, chez moi, juste elle et moi. C'est parfait. Il m'a serré dans ses bras. Merci maman, pour tout, pour avoir été là, pour ne jamais avoir abandonné. Je serai toujours là mon chéri, toujours. Le 1er janvier, à midi, mon téléphone a sonné. C'était Clémentin. Sa voix tremblait d'émotion. Maman, elle a dit oui. J'ai éclaté en sanglots de joie. Oh mon Dieu, mon chéri, je suis tellement heureuse. Elle pleure. Je pleure. On est ridicule. Non, vous êtes amoureux. On a ri et pleuré ensemble au téléphone. Et j'ai pensé, la vie est étrange. Elle nous fait tomber. Elle nous brise. Mais elle nous relève aussi. Elle nous guérit. Elle nous offre de nouvelles chances. Et mon fils avait trouvé sa seconde chance. Une vraie. Une belle. Une qui durerait. Février. 1 an et demi après le mariage annulé. Clémentin et Camille ont organisé leurs fiançailles. Une petite fête intime. Juste la famille proche et quelques amis. Rien d'extravagant. Rien de tape à l'œil. Juste de l'amour, de la simplicité, de la sincérité. Ce soir-là, en regardant mon fils danser avec sa fiancée, j'ai repensé à tout ce qui s'était passé. À Séraphine, à sa trahison, à l'humiliation dans la chapelle, à la douleur, à la colère, et puis à la reconstruction, à la guérison, à Camille, à l'amour retrouvé. Et j'ai compris quelque chose. La vie nous envoie parfois des épreuves terribles, des trahisons, des mensonges, des douleurs qu'on croit insurmontables. Mais ces épreuves ne sont pas là pour nous détruire. Elles sont là pour nous enseigner, pour nous transformer, pour nous rendre plus forts, plus sages, plus humains. Séraphine avait essayé de détruire mon fils, mais elle l'avait rendu plus prudent, plus attentif, plus capable de reconnaître ce qui est vrai. Et paradoxalement, sans Séraphine, Clémentin n'aurait peut-être jamais apprécié Camille à sa juste valeur. Il n'aurait peut-être jamais su reconnaître l'authenticité quand elle se présentait. C'était ça, la justice karmique. Pas la vengeance, pas la punition, mais la leçon, la transformation, l'équilibre. Séraphine avait payé pour ses actes. Elle vivait maintenant, humblement, honnêtement, reconstruisant sa vie pierre par pierre. Et Clémentin avait trouvé le bonheur, un vrai bonheur, mérité, solide. La vie avait rendu à chacun ce qu'il méritait. Aujourd'hui, nous sommes en septembre, 2 ans exactement après ce mariage qui n'a jamais eu lieu. Je suis assise sur mon balcon, une tasse de thé entre les mains, regardant le soleil se coucher sur Paris. Le ciel est rose et or, les toits brillent. C'est magnifique. Dans 1 semaine, Clémentin et Camille vont se marier. Pour de vrai, cette fois. Ce sera une cérémonie simple, 30 personnes, une petite salle dans une mairie du Marais, un déjeuner dans un restaurant que Camille adore. Rien d'extravagant, juste l'essentiel, l'amour, la famille, les amis. Clémentin m'a demandé d'être son témoin. J'ai pleuré quand il me l'a annoncé. Ce matin, j'ai reçu une lettre. Encore une fois, glissée sous ma porte. Encore une fois, sans adresse d'expéditeur. Mais cette fois, je savais qu'il avait envoyé avant même de l'ouvrir. Madame Fontange, j'ai appris par une connaissance commune que Clémentin allait se marier. Je voulais vous écrire pour vous dire à quel point je suis heureuse pour lui. Je ne lui souhaite que du bonheur,
tout le bonheur qu'il mérite et que je n'aurais jamais pu lui donner. Ma vie a beaucoup changé. J'ai quitté Marseille il y a 3 mois. Je vis maintenant à Bordeaux. J'ai trouvé un emploi stable dans une agence immobilière. Rien de glorieux, mais c'est honnête. Mes parents vont mieux. Nous avons remboursé la moitié de nos dettes. Je ne cherche plus à être quelqu'un que je ne suis pas. J'ai appris à accepter qui je suis. Une femme simple, avec des erreurs dans son passé, mais qui essaie chaque jour d'être meilleure. Dites à Clémentin que je lui souhaite tout le bonheur du monde et remerciez-le pour moi. Parce que ce qu'il m'a fait ce jour-là dans la chapelle, aussi cruel que c'était, m'a sauvé, m'a obligé à regarder la vérité en face, m'a forcé à changer. Je ne sais pas si nos chemins se recroiseront un jour. Probablement pas. Et c'est bien ainsi. Je vous souhaite, à vous aussi, tout le bonheur que vous méritez. Vous êtes une femme remarquable. Clémentin a beaucoup de chance de vous avoir. Avec toute ma gratitude, Séraphine. J'ai replié la lettre. Je l'ai glissée dans le tiroir de mon secrétaire, à côté de la première. Et j'ai pensé, voilà, c'est vraiment fini maintenant. Séraphine a trouvé son chemin. Clémentin a trouvé le sien. Et moi, j'ai retrouvé la paix. Le jour du mariage est arrivé. C'était un samedi lumineux. Le ciel était d'un bleu parfait. Pas un nuage. Camille portait une robe simple, en dentelle ivoire, avec un bouquet de pivoine blanche. Ses cheveux étaient détachés, avec juste une petite barrette en perles. Elle était magnifique, pas sophistiquée, pas tape à l'œil, juste belle, vraiment belle. Clémentin portait un costume gris clair. Il souriait, un sourire vrai, lumineux, libéré. Quand le maire a prononcé les mots « Je vous déclare unis par les liens du mariage », tout le monde a applaudi. Clémentin a embrassé Camille, longuement, tendrement. Et moi, debout au premier rang, j'ai pleuré de joie. Pendant le déjeuner, Clémentin s'est levé pour faire un discours. Je veux remercier tout le monde d'être ici aujourd'hui. Et je veux remercier particulièrement 2 personnes. Il s'est tourné vers Camille. « Camille, tu m'as appris que l'amour vrai existe, que la confiance se construit, que le bonheur se mérite. Tu m'as redonné foi en l'avenir. Je t'aime. » Camille pleurait, souriante. Puis il s'est tourné vers moi. « Maman, tu as toujours été là, dans les bons moments comme dans les pires. Tu ne m'as jamais jugé, tu ne m'as jamais abandonné. Tu m'as appris la dignité, l'honnêteté, l'amour inconditionnel. Tout ce que je suis, je te le dois. Merci. » Il a levé son verre. À l'amour, au vrai, à l'amour. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai retrouvé ma petite broche en argent, celle avec la perle blanche, celle qu'Henri m'avait offerte il y a tant d'années, celle que j'avais portée le jour du mariage annulé. Je l'ai tenue dans ma main, je l'ai regardée briller sous la lumière de ma lampe. Et j'ai pensé, cette broche a traversé tant de choses, des joies, des peines, des trahisons, des retrouvailles, comme moi, comme Clémentin, comme nous tous. Si mon histoire vous a touché, si elle a résonné en vous d'une manière ou d'une autre, alors tout cela aura eu un sens. Parce que la vie n'est pas faite que de moments parfaits. Elle est faite aussi de chutes, d'erreurs, de trahisons. Mais c'est ce que nous faisons après la chute qui nous définit. Comment nous nous relevons? Comment nous reconstruisons? Comment nous transformons la douleur en sagesse? Séraphine a appris cette leçon. Clémentin aussi, et moi aussi à ma façon. Et je l'espère, pour vous aussi, que vous puissiez transformer vos épreuves en force, vos douleurs en sagesse, vos chutes en envol. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.